Mais il a bien. Bah oui, mais la vignette est incroyable aussi. Et le sujet est passionnant. Et puis l'homme est intéressant. Des gens qui te disent. Genre, mais en pensant au gars qu'on envoyait toujours. Dans les coins. Dans les Moi, coins. ma mère a dit qu'elle a reconnu sa voix. Avant, en fait, elle a regardé elle a regardé le podcast, mais c'est quand elle a entendu sa voix qu'elle dit « Ah, mais oui, je le connais, lui. Et regardez le journal. Et tout. Et j'ai dit ça à Patrick, il dit, je pense qu'il y a beaucoup de mamans africaines qui ont prié pour moi. C'est vrai, beaucoup de gens ont dû prier pour lui, parce que les gens étaient inquiets, hein. La vie qu'il a menée. En Mais plus, là, il avait perdu de vue, il le revoit. bon, il le revoit réapparaître comme ça. C'est bon? On commence. Tu nous dis 3, 2, 1. 3, 2, 1 et action. Bienvenue dans la factory. C'est là qu'il a placé sa pub. Hein. Bien sûr. Dès le début, est-ce qu'il est là pour blaguer avec quelqu'un? Ok, 3, 2, 1 et action. Avec la TX Factory, découvrez un monde de créativité et d'innovation à travers nos réalisations. Laissez-vous plonger dans l'univers captivant de nos productions, qui transcendent les frontières du visuel, pour raconter des histoires uniques et inspirantes. Pour tous vos besoins de production, n'hésitez pas à nous contacter. Shalom. Salam. Salut. Dans ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Centrafricain. Oui, parce que il faut rappeler la vision. C'est important. Nous Donc, voulons améliorer la culture business. du plus grand nombre et surtout des Africains, parce qu'on est convaincu que la culture business n'est pas que pour les entrepreneurs, c'est aussi pour ceux qui sont salariés, mais ceux qui veulent de manière générale avancer dans la vie et surtout ceux qui veulent être heureux et faire de l'argent en même temps. Donc, Exactement. Et une donc- fois qu'on a dit ça, il y a un thème qui est important, important. qui est le inévitable. business model et qui est très lié à l'épisode qu'on a fait, donc on vous mettra le lien sur le pricing. Ouais. Je pense que si vous arrivez sur celui-là, il faut quand même que vous ayez vu Parce l'épisode qu'on vous pricing. avait demandé à la fin, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un épisode business model? Et On il y a a eu eu beaucoup de demandes. beaucoup de demandes. Ouais. Donc, encore un épisode technique. C'est ça. Et puis, moi, je pense que celui-là, on va commencer droit dans le but sur le truc important que beaucoup de gens négligent, qui est La définition. la définition, comme tu dis, mais surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est que le business model, les gens pensent que c'est le prix. D'ailleurs, oui, non. mais quand tu fais une recherche sur Google, tu as beaucoup de... C'est ce que je fais. Vas-y, tu vas voir. Tu as beaucoup d'articles où on te dit les 8 types de business models et en Oui. fait, on te parle de méthodes de pricing. Low cost, premium, nanana, Freemium. nanana. Ouais. Et en fait, c'est essentiellement du Bah pricing. alors, je plaide coupable. Je plaide coupable parce que Sérieux pour moi, C'est ça que tu voyais. ben, pour moi, un système d'abonnement, par exemple, c'est un business model. Par exemple, moi, pour moi, Anka a changé de business model. Oui, Puisque vous étiez à la commission et vous passez à l'abonnement. oui, mais c'est qu'une des parties du business model qui a changé. C'est pas- Oui, ah d'accord, tu veux dire que le pricing est Une qu'une composante. Une composante, d'accord, ok. C'est là où je pense qu'il y a un gros Ok. sujet, c'est que beaucoup de gens Oui, on fait résument le raccourci. business model au pricing. Ben, quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi ton business model, tu t'attends pas à ce qu'il te fasse une réponse Exhaustive. exhaustive. tu Alors vois. le problème, c'est que si la personne qui te pose la question à un investisseur, si. Ah oui, oui, oui. Et c'est là qu'est tout le problème. Si tu réponds à quelqu'un à un dîner, oui, tu dis juste je fais de la commission, de la facturation, du freemium, nanana. Mais si tu es face à un investisseur, à un banquier, à n'importe qui qui a besoin de convaincre, et moi je pense même que, pour être très honnête, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un entretien avec un potentiel nouvel employé. Je lui ai expliqué notre business model, pas notre pricing, parce que je lui expliquais qu'est-ce qu'il y avait derrière le pricing. Donc je pense que notamment pour les employés, c'est super important, encore une fois comme le pricing, de comprendre le business model, pas juste le pricing. Ok. Parce que normalement, quand on te répond sur le business model, on doit donner des réponses qui sont plus larges sur l'entreprise et son positionnement que son prix.
Le prix est une fonction du positionnement. Donc, on va aller sur définition. Oui, bon. Après, moi, j'avoue, la meilleure définition que j'ai vue, ça me fait mal de le dire, mais c'est Oussama Ammar qui l'avait donnée. À l'époque, je suis dans le family, dans coup d'État. Pour que tu t'en souviennes. Ouais, non, c'était la meilleure. Honnêtement, j'en ai vu beaucoup d'autres. Alors, lui, à l'époque, c'est très vrai, c'est qu'il avait dit qu'il y a 7 parties dans le business model. Donc, je vais pas définir en c'est texte. rien à voir avec le business canvas. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Le business canvas, il en a 9. Oui, mais ce que je veux dire, ça... Bon, il y a un peu vas-y. d'overlap. Le business Ok. model Canva est l'outil quand tu veux... Si tu veux prendre la méthode que je vais décrire le business model, le business model Canva est l'outil le plus proche pour te poser la question et mettre sur papier cette réflexion. D'accord. Maintenant, elle est un peu plus large que ça parce que les 7 composants du business model, c'est donc tu as d'abord la value proposition, Mhm. tu as les clients, Ouais. tu as les partenaires, Partenaire, tu l'as aussi. la distribution. C'est souvent là où le prix vient en fait. Mhm. Comment tu te distribues. Ouais. Ensuite, tu as un truc que les gens négligent énormément qui est les ressources. Mhm. C'est-à-dire, au final, quelles ressources Qu'est-ce tu qui te dois permet avoir de produire? de produire. Et ça, c'est souvent un truc où les gens zappent complètement et c'est là où ils se butent. D'accord. Tu as les assets qui sont en fait la marque et tout ce qu'il faut que tu construises pour pouvoir maintenir. Et la dernière chose que Oussama n'a pas vraiment mis en avant, mais je pense qu'il est quand même important qu'on mette en avant aussi, c'est alors, il l'appelle ça dans les ressources, c'est une sous-partie, mais pour moi, c'est le flux d'argent. Comment l'argent se déplace dans ta boîte. C'est-à-dire, est-ce que tu as des avances de trésorerie, des besoins de trésorerie, etc., etc. Et c'est aussi une fonction du pricing et de l'industrie. Donc, typiquement, pour moi, c'est vraiment les 7 éléments à regarder quand tu définis un business model. Maintenant, on peut rentrer en détail dans chacun, mais les gens, du coup, comprennent bien que le prix, c'est qu'une partie. Ouais. Et à mon avis, c'est d'ailleurs la partie qui est la dernière à être définie. Pour illustrer pourquoi ce que tu dis est très important, je peux donner l'exemple de... Vas-y. moi, je faisais partie des gens qui avaient succombé à la mode des box. Ah, toi aussi, mais comme nous, ouais. Il y avait une Africa donc, Box à l'époque. Ouais, voilà, c'est vrai. donc, Totem Box. Ouais, la Totem Box. Donc, pour rappel, je pense que vous avez tous vu ce modèle qui consiste à souscrire un abonnement et recevoir une fois par mois ou tous les 2 mois, en tout cas un paquet avec en général un ensemble de produits qui, a priori, a une valeur supérieure à ce que tu payes à l'abonnement. tu payes. Exactement. Donc, ça te permet de recevoir chaque mois quelque chose. Il y a des box pour le vin. Ce qui marchait le plus, c'était les box beauté, je crois. Beauté, après, il y a eu le thé. Il y a eu le thé. Il y a eu tout. Il y a eu tout. Tout le monde a fait des box. Tout le monde a fait des box. Ouais. Et nous, on s'était positionné sur les produits culturels africains. Donc, tu recevais un truc pour décorer ta table, des confitures du Kenya, des cacahuètes de je sais pas où, etc. Et effectivement, j'étais resté sur un business model très simple. C'est-à-dire que je me dis... Le prix. L'abonnement. Je regardais quand même le coût. L'abonnement. Je dis, OK, si j'ai tant d'abonnés chaque mois... je fais de l'argent. Tranquillement. Et donc, du coup, tu as regardé le pricing via la distribution. Tu t'es dit, l'abonnement a une bonne distribution. Et tu t'es dit, le flot d'argent est bon parce que c'est garanti. Exactement. C'est ces 2 aspects qui t'ont chauffé. Exactement. Dans les 7. Mais celui qui m'a vraiment calmé, alors je sais pas comment tu l'appelles, moi j'aurais dit justement, c'est la distribution, c'est la partie l'envoi en fait de ces box. Oui, c'est-à-dire c'est la production. La production. C'est ça. Okay. Mais c'est qu'à un moment donné, OK, tu vends, mais il faut mettre toutes ces choses-là dans une boîte. En fait, et ensuite, il faut aller à la poste. Et il faut que ça arrive dans les temps. Et quand il y a des problèmes, c'est pour ta gueule. Et quand il y a des problèmes, voilà, il n'y a pas la bonne adresse, ça revient, etc. Et donc, je me suis dit, punaise, mais ça, on ne nous dit pas. On ne nous dit pas. Et alors que ça fait partie du business model. Ouais. Mais tu vois, après, là, il y a aussi le truc de... Moi, je suis content quand même d'avoir été jusque-là. Parce que tu as appris. Oui. Alors que si je maîtrisais tous les aspects du business model, peut-être que cet élément-là m'aurait fait reculer et ne rien faire du tout. Non, alors je pense que ça dépend. Peut-être que tu aurais sous-traité ça, par exemple. Je pense que tu vois, le point clé quand tu comprends bien un business model, c'est quand la difficulté arrive et que tu sais que tu n'es peut-être pas équipé ou que tu n'as pas envie de faire ça, tu te poses la question de l'externaliser. Et là, on arrive dans la value proposition. Ou d'avoir un partenaire. D'avoir un partenaire. Tu vois, les fameux partenariats dont on parle, en fait, c'est ça. C'est ça qui fait, en fait, que quand tu prépares bien, et encore une fois, juste qu'on soit clair, un business model n'est pas un business plan. Parce que j'entends aussi cette confusion des fois.
Le business plan, c'est la modélisation financière et au moins chiffrée de comment tu exécuteras ton business model dans le temps. Après, il y a des gens qui, juste avec un business model clair, arrivent à exécuter. Oui, tu peux sans faire business plan. Moi, par exemple, j'ai fait très tard des business plans. J'aime pas du tout les business plans. Je suis pas un fan du tout de la modélisation. Ah, c'est marrant parce qu'en général, les gens disent j'ai longtemps fait des business plans et puis j'ai arrêté. Alors que toi, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Parce que je sais trop que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. À quel moment tu t'es dit, en fait, il faut en faire? Quand il faut convaincre les gens de te donner de l'argent. Voilà, oui. Ouais. En fait, quand tu es dans une logique, toi, purement monétaire, de suivre tes dépenses avec un budget, tu suffis. Tu rentres dans le business plan une fois que tu dois, en fait, convaincre les gens de la pertinence des hypothèses dans le futur. Et c'est là où ça devient la clé d'un business plan. Et c'est là, en fait, qui est tout l'exercice. C'est de dire, je pense que l'année prochaine, je ferai tant parce que je pense qu'il va y avoir telle croissance là, parce que je pense que je vais faire ci, ça. Et c'est ça que tu défends. Les chiffres, en fait, c'est que une traduction de ce que tu crois. C'est ça que tu défends dans un business plan. Ouais. Donc, c'est un peu différent du business model. Donc, pour moi, c'est sûr que... et dans le business model, c'est vrai qu'il y a une chose aussi dont on ne parle pas, mais c'est vrai que dans la fameuse vidéo, parce que tout ça, c'était dans Coup d'État, à l'époque de Family, où ça parle d'un autre aspect qui est super important, surtout chez les startups, mais je pense tout entrepreneur, c'est qu'en plus de ton business plan, de ton business model général, tu dois avoir dans la value proposition, en tout cas face à ta value proposition, tu dois avoir un secret. Ouais. Secret sauce. Voilà, une secret sauce. Et c'est comme souvent ce qu'on dit, un secret entrepreneurial ou un secret business, c'est pas quelque chose de confidentiel. C'est quelque chose que si tu dis à quelqu'un, la plupart des gens n'y croiront pas ou ne pourront pas le faire. Et en général, si j'ai bien pris mes leçons, dans la Silicon Valley, on va dire que c'est quelque chose qui te permet de faire gagner du temps. Exactement. De l'argent. Ou en qualité. Ou en qualité. Mais de manière... significative. En tout cas, c'est ce que Uber a fait. Et oui, Uber, c'était ça leur secret, c'est que Uber était convaincu que les gens voulaient une expérience de luxe. Que tout le monde veut être transporté. Et c'est pour ça que Uber, tu sais, ils ont plus que des voitures noires au début. Alors que la vraie value proposition, c'était je veux une voiture vite. Exactement. Tu vois, c'est différent. Et beaucoup de gens qui ont testé de répliquer le modèle Uber se sont bourrés restés sur la value proposition. Sur le truc Parce que la value proposition est vrai. C'est important de savoir qu'est-ce que tes clients attendent de toi. Mais du coup, ça te distingue de la compétition. Par exemple, les taxis. Mais le secret, c'est ce qui va faire que tu vas croître sans faire particulièrement d'efforts. C'est le truc en plus que les autres dans ton industrie, par exemple, ne feront pas. Uber, ce qui faisait à la fin que les gens restaient dans Uber, c'était pas que ça allait venir plus vite que les taxis. Même aujourd'hui, tu as des fois plus facilement un taxi qu'un Uber. C'est juste que tu prends l'habitude de ne pas sortir l'argent, de pas... Tu vois, tu as plein de petites habitudes cachées à l'intérieur d'une expérience Uber qui fait que les gens n'arriveront plus à retourner. Même mentalement, tu es dehors, tu sais que tu peux vraiment partir quand tu veux. C'est pas... tu ne dois pas être en fonction de ce qu'il y aura des taxis ou pas. C'est une liberté et un luxe que les gens ne voient pas. Et c'est souvent pour ça que moi, je trouve que c'est critique que le business model, c'est vraiment une discussion que moi, j'aime le plus avoir qu'un entrepreneur. Tu as d'autres exemples de secrets pour des boîtes marquantes pour que vraiment... En fait, le premier secret que les gens avaient beaucoup au départ, que moi, j'ai beaucoup aimé, c'était Airbnb. Parce que eux, leur secret, que beaucoup de gens ne voyaient pas, c'était que quand les gens voyagent, ils ne le font pas. Ils veulent découvrir le pays dans lequel ils sont plus qu'ils veulent être dans un endroit safe. Parce que le problème quand Airbnb a commencé, c'est que tout le monde disait « Mais qui va aller chez des gens qu'il ne connaît pas ?» Ou qui va laisser des gens qu'il ne connaît pas rentrer chez lui. C'est ça. Moi, je me suis dit ça pendant des années. Pendant des années. Mais ce que les gars d'Airbnb ont compris, c'est que, les gens qui voyagent, bien sûr, ils veulent payer moins cher l'endroit où ils restent, mais en fait, ils veulent découvrir l'endroit où ils vont. Donc, être chez quelqu'un, tu as plus de chances de découvrir et d'être au contact des choses que si tu es dans un hôtel. Et l'autre chose qu'ils ont découvert, c'est que l'autre fonction, c'est que les gens aussi qui ont besoin d'argent sont prêts à recevoir pour cet argent. C'est pour ça qu'Airbnb est né d'ailleurs pendant la crise de 2008-2009. Et les gens oublient, mais c'était une époque où vraiment c'était chaud. C'est comme maintenant en fait, tout le monde cherche un petit revenu. Et donc je pense que c'est ça aussi qui est difficile, c'est qu'un secret en général, tu sais que tu as un secret entrepreneurial quand tu le dis aux gens, ou ils te croient pas, ou même s'ils te croient, ils ne pourraient pas exécuter dessus parce que c'est trop particulier. Après, il faut insister sur le fait que tu vas peut-être pas trouver le bon secret dès le départ. Oui, non. C'est-à-dire que je pense pas que les gars d'Airbnb avaient directement l'idée que les gens, ils voyagent pour découvrir.
Tu as une intuition tâtonnes. et puis tu tâtonnes, Tu tâtonnes. et t'avances. Et d'ailleurs, j'avais entendu un truc, tu me diras si c'est vrai dans le milieu des startups. Ouais. On dit d'ailleurs que c'est bon signe, paradoxalement, c'est bon signe quand tu as plein d'utilisateurs qui se plaignent, mais de manière Intensif. Oui, extrêmement t'insultes. intense. Oui. Ça veut dire qu'ils veulent absolument produit. ce produit-là. Ouais. Ils veulent que ça marche. Ouais. Et C'est que en la gros, peine est l'erreur, grande. c'est de le prendre mal en disant vous comprenez rien, etc. C'est qu'en fait, Oui. c'est un indicateur Très fort. de potentiel succès. Ouais, dans le product market fit, c'est très connu chez les startups. C'est t'as deux mesures. On mesure à quel point tes clients, ton service leur est indispensable. Donc ça, c'est le test de comment il s'appelle déjà, le product market fit, où il faut qu'il y ait au moins 40% de tes clients qui disent, on leur pose une question en fait qui est qu'est-ce qui se passerait si vous ne pouviez plus utiliser ce produit ou ce service? Waouh. C'est ça la question. Ça, c'est un vrai test. Ça, c'est un vrai test. Et les gens peuvent répondre que, tu as les réponses prédéfinies, c'est que je serais déçu, très déçu, et... non, je serais très déçu, je serais déçu, et je pourrais m'en passer, Waouh. et où c'est pas grave. Et ce qui est terrible, c'est quand tu fais ce test, beaucoup de gens, en fait, tes clients vont juste te dire « Oh, je trouverais quelqu'un d'autre. » Ou en fait « Ah bon, je suis déçu, mais c'est pas un truc de ouf. » La mesure, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Faut que je retrouve le nom de tête. Mais l'objectif pour une startup quand on dit que tu as le product market fit, c'est quand 40% des gens disent au moins je suis très déçu. Il faut qu'il y ait au moins 40%. Waouh. Et tu as déjà fait ce test? Moi, je l'ai fait et on l'a eu plusieurs fois. Je le fais régulièrement d'ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aussi chaque produit, c'est product market fit. Je crois que tu changes de produit, ça se trouve, tu l'as plus. D'où la réaction après la vidéo Afrique. La vidéo Africrea is over, c'est la même chose. Mais tu sais, un exemple très concret chez Anka que je peux donner, je sais pas si toi tu as quelque chose de similaire, c'est que nous, on a fait il y a pas longtemps notre NPS, notre Net Promoter Score. Non, on commence à le traquer. Tu commences à le traquer, toi. Ouais. Nous, on le faisait tout le temps. Ça, c'est violent parce que tu peux pas avoir des gens neutres. Et alors, C'est ça, pour ceux le qui ne connaissent truc. pas Net Promoter Score, c'est super important. C'est un outil qui te permet de mesurer la satisfaction, mais qui n'est pas le truc habituel où on dit aux gens est-ce que vous êtes content juste de 0 à 10 On demande à quel point tu recommanderais ce service à quelqu'un. Exactement. De 0 à 10. Et après, on compte d'un côté les promoteurs, les gens qui te Exactement. mettent Et 9 les ou 10, détracteurs. et de l'autre côté, les détracteurs, Ouais. les gens qui te mettent 6 ou moins. Ouais. Tu sais que dans un dîner, ils vont pas trop Ah, ils vont te défoncer. Et surtout, le plus important, c'est que les passifs au milieu, les gens qui mettent 7 ou 8, Ouais. qui est souvent un grand nombre de gens, Bah oui. on ne les compte pas. Et Donc, on les compte pas. ton net promoter score, c'est les promoteurs moins Les le pourcentage détracteurs. de détracteurs. Ouais. Et c'est très violent parce que tu te rends compte effectivement de... Parce qu'on dit souvent, tu sais, quelqu'un qui est mécontent parlera beaucoup plus que quelqu'un qui est content. Bien sûr. Mais parce que beaucoup de gens, les gens sont contents juste 7-8. Il n'y a pas de gens fans. Donc ce qui est terrible, c'est que moi, je me souviens de notre net promoter score quand on a levé pour la première fois. Je crois que là, on était à 70 de NPS. D'accord. Enfin, un NPS de C'est dingue. quelque chose que tu mets en avant dans les levées. Oui, tu le mets. Très important. Surtout Aujourd'hui, s'il est bon. surtout s'il est bon. Je vais pas te mentir. Tu sais, on avait un NPS de 70 et la moyenne, je crois que c'était 30. Wow. On était vraiment au-dessus. C'était un truc de dingue. Tout le monde était fan, acheteur comme vendeur. Aujourd'hui, notre NPS, en toute transparence, chez Anka, il est de moins 32. C'est violent. Il faut le savoir. C'est très violent. Et ce qui est intéressant quand tu creuses, c'est que, pour répondre à ta question sur le product market fit, c'est que les gens sont mécontents majoritairement. Et c'est une réalité. On est dans la conscience chez Anka que notre produit n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut faire. Mais ce qui est particulier, c'est que tes détracteurs restent des abonnés. Ils ne se désabonnent pas. Ils ne partent pas. Et ça, Ils ont besoin que ça marche comme ils veulent. Ouais. ça, limite dans mon prochain deck, je le mettrai. En disant aux gens, on a pu avoir plus de 1000 personnes qui, même quand ils n'étaient pas contents du service, continuent à l'utiliser pour dire à quel point le besoin est grand. Et ça, c'est, je pense, une validation encore plus grande que les gens qui t'aiment parce que tu te rends compte que, tu peux progresser, tu as du boulot pour satisfaire tes clients, mais 2, tu sais que ce que tu fais est essentiel. Exactement. Parce que c'est pas parce qu'ils t'aiment bien qu'ils sont là. Ouais. Ce n'est pas parce qu'ils sont fans, c'est pas parce qu'ils trouvent ça génial. Non, c'est juste, c'est chaud sur eux. Ils ont besoin. Ils ont besoin. Donc tu vois, ça c'est quelque chose que quand tu le vis, comme tu dis, la première fois où tu le vois, t'es malheureux, tu te dis putain, j'ai vraiment mon poste pas bien. Mais après, tu es confiant parce que tu te dis ok, si ces gens restent, si je fais du bon boulot, ça va exploser. Exact. Donc c'est Donc ça si le on business revient sur model. le business model, je voudrais bien qu'on revienne un peu sur la distribution.
Ouais, toi t'aimes bien. Mais pourquoi Non. pas la value proposition, Kai? Je pense que c'est le Non. truc que les gens ont le plus de mal à faire. Bon, allons là-dessus. Mais en fait, c'est parce que je voudrais juste expliquer Enfin, que tu me donnes après ta définition sur la distribution. Mais tu as raison. Allons sur la value proposition parce que c'est le cœur. Et c'est le plus dur, que les gens Le cœur est le négligent. plus dur. Ouais. Et pour ceux qui vont pas jusqu'au bout des épisodes, bon, c'est pas bien. On va en parler dès maintenant. On va en parler dès D'ailleurs, maintenant. abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est gratuit, commencez pas, s'il vous plaît. Merci bien. Et donc, ouais, proposition de valeur. Quelle est ta proposition de valeur? Ça, c'est une question que toute personne aguerrie dans le business sera amenée à vous poser au détour d'un dîner. Quoi, finalement, Tiens, dans les dîners, on pose ça. C'est dur, hein? Non, mais dîner, je veux dire, dîner, pas dîner entre amis. Je veux dire. Dîner un peu pro, genre. Voilà. Quand même, ok. Exactement. Ouf. Et mondanité. Mais d'ailleurs, tu vas pas. C'est pas aujourd'hui, t'as abandonné la mondanité. La mondanité de Paradise Games, là, j'aimerais bien. Hein, mais ça va dépendre à quelle heure on finit. Mais là, c'est pas gagné, je pense. Mais value proposition, je pense que pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est surtout qu'est-ce que tu proposes à qui, comment, de façon unique. Qu'est-ce qui te distingue qu'est-ce qui fait qu'on t'utilise, qu'on va chez toi plus qu'ailleurs. Et donc, ça, j'avoue, toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que j'avoue, toi, dans un domaine où les gens se diraient que c'est plus dur. Mais est-ce qu'on est bien d'accord? Là, on ne parle pas forcément de ce qui te différencie. On parle de ce que tu apportes. Oui, de ce que tu apportes. Voilà. Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est différent de ton secret. Oui, voilà. C'est différent de ton secret. C'est qu'est-ce que tu as offrir. Donc, nous, typiquement, à cette question, on va vraiment dire qu'on offre finalement des stratégies, des contenus qui permettent à nos clients de capter l'attention de leur cible. Donc, on s'est rendu compte qu'on a commencé par ça, mais c'est pas suffisant. On a élargi. C'est-à-dire, tu captes l'attention de ta cible avant de générer des revenus. Tu captes d'abord l'attention de la cible. En fait, on met en avant le fait que la vraie monnaie, c'est l'attention. Ouais. Surtout dans le monde d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu captes l'attention des gens qui sont envahis d'informations? Donc, c'est ça. Et on a rajouté aussi un truc qui est maintenant au cœur, c'est que au départ, tu captes l'attention. À la fin, tu veux générer des revenus. Mais au milieu, le cœur pour nous, c'est comment est-ce que tu vas constituer, animer, booster une communauté qui a un impact. Tu vois? Et il faut que ça soit cette communauté maintenant qui fasse tout le boulot. Capter l'attention de l'écosystème et générer des revenus. En plus, ouais. Ouais, donc ça, c'est ça. Mais c'est génial quand tu as un client qui comprend. C'est dur, ça. Hein. Parce qu'il faut pouvoir l'expliquer. Même en interne, il faut que les équipes faut répéter comprennent, ça répètent, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais. Mais en tout cas, c'est la promesse de départ. Et puis derrière, on va déployer plein de choses autour. Différentes choses. Mais est-ce que tu dirais, toi, c'est une question que je me pose souvent, bon après c'est normal en tant que chef d'entreprise, mais est-ce que toi tu penses que tes employés pourraient répondre ça? Ou bien, quelle part de tes employés peuvent répondre à cette question comme toi? Non, moins de la moitié. Et c'est pour ça que quand on a dit qu'on avait fait l'épisode, là, je t'ai dit, mais tiens, d'ailleurs ça tombe bien parce que enfin, tu sais, on dit souvent il faut revenir parfois aux bases. Aux bases. Et c'est vrai que le Business Canva, avec son schéma tout fait, est très bien. Finalement, il est bien, mais il est très peu utilisé. Ou alors, il est utilisé entre les associés. C'est vrai, quelque chose qui est communiqué. C'est rare, ouais. Tu vois? Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais c'est parfois, on fait sûrement l'erreur, tu vois, en tant que dirigeant, on se dit, mais, tu vas leur donner cette info, mais... tu vois, qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est difficile. C'est un peu high level. Vaut mieux se concentrer sur développer leur potentiel sur un des éléments. Sur leur expertise, sur leur sujet. Ouais. De l'expertise. Mais après, par contre, je me suis vraiment engagé à développer la culture business. Mais je ne peux pas passer mon temps à ça parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais tu vois, une fois par trimestre, je vais expliquer. J'ai déjà montré, par exemple, des chiffres sur OK, voici tout ce qu'on a gagné l'année dernière. Nice. Et voici tout ce qui passe dans les équipes. Ouais. Voici tout ce qui passe dans nos charges fixes. Ouais. Voici tout ce qui... etc. Et voici donc tout ce qui reste. Donc, avec la transparence, tu fais aussi de l'éducation, du coup. Oui, parce qu'en fait, je pense que comme nous, par exemple, on a un modèle qui peut être encore plus transparent, mais que je trouve quand même transparent parce que
les équipes ont accès, par exemple, aux devis, à la manière dont on price, etc. Et c'est les coûts qu'ils voient jamais, hein, les employés. En général, nous, ils peuvent voir les coûts. Ouais. Mais effectivement, à la fin, ils retiennent juste que, punaise, on a vendu ce truc à 30 millions. Voilà, on a fait beaucoup de cash. Ouais, ils se mettent bien. Voilà. Tu vois. Donc, sans parler des sujets de délai de paiement, mais rien que ça, tu vois des montants qui s'accumulent, et tu te dis, c'est que, tu vois, il y a beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, quand on fait cet exercice et que tu vois, du coup, ce qui reste, parce que, tu vois, les aspects comme fiscalité, tout ça, c'est des trucs qu'ils ne voient pas. Oui, ils ne voient pas les taxes. Et donc, nous c'est de dire, OK, maintenant, imaginez ce qui reste là, ce truc-là, plus 5-6%, qu'est-ce que ça fait? Et donc, c'est là que tu vois que ça fait beaucoup. Et donc, tu te rends compte maintenant, pour chaque employé, que si je fais 4-5% de plus de performance, si je fais cet effort, tu vois, de suivre les coûts. Tu essayes de leur montrer leur impact quand ils rajoutent un peu. En fait, il y a deux objectifs. C'est il faut qu'ils voient qu'ils représentent la majorité des coûts c'est la vérité, de l'entreprise. Ça, c'est un. Et puis deux, qu'un petit effort à leur niveau peut avoir un gros impact sur l'entreprise. Ça va être les deux objectifs. Mais peut-être qu'effectivement, en représentant le business model complet, tu développes leur culture business, mais j'ai peur effectivement d'embrouiller les gens. Ouais, t'as peur qu'ils s'éparpillent. Et la vraie question, c'est est-ce que toi tu penses, moi je pense en tout cas de mon expérience, qu'il y a une corrélation entre les employés les plus performants sont ceux qui comprennent le mieux le business model. Oui, totalement. Est-ce que tu vois ça chez toi? Oui, ça j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Mais du coup, c'est un truc que je recommanderais à beaucoup de salariés, c'est de se demander, essayez de faire un business model Canva de votre propre boîte. Et essayez, si vous avez le courage ou l'occasion, d'en parler avec votre manager. C'est pas sûr que ça je réponde. Mais normalement, ça amènera, tout comme le pricing, à des discussions forcément intéressantes. Parce que c'est possible qu'il y ait des aspects au minima dans votre secteur ou dans votre métier que vous ne voyez pas. Non, c'est clair. Et puis, nous, on a un truc très technique parce qu'on vend de la ressource, on vend du temps, et donc c'est difficile parfois à expliquer parce que c'est pas comme si tu vendais des chaises, un produit, tu vends pas un truc physique, donc il faut pouvoir l'expliquer. Mais j'avais une grosse satisfaction, tu vois, là, il y a quelques mois, il y a quelqu'un de mon équipe qui a fait un devis. Bon, j'avais validé, mais c'était dans la période de la CAN, il y avait plusieurs choses. Et quand j'ai revu ce truc, en fait, j'ai dit, ah mince, mais tu as vendu que tu serais présent pour ce client à 50%, alors que tu es full-time. Donc, en fait, on perd. Donc, oui, tu m'avais dit ça. Ouais. C'est vrai que, en fait, quand vous l'avez vendu, est-ce que c'était pour essayer de rentrer dans les prix, peut-être qu'il s'est mis à 50%? En général, c'est ce que les équipes font. Tu vois, quand ils font des devis, ils ont cette tendance à vouloir tellement réaliser la vente que parfois, ils vont réduire, ils vont dire, je peux le faire en moins de temps. Ce qui n'est pas vrai au final, tu vois. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il se trouve que le client en question avait finalement un budget supplémentaire. Hop. Si vous écoutez ce podcast et que vous en avez écouté peut-être d'autres et que vous voulez avancer dans votre vie, vous améliorer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que vous voulez développer votre business, ou en tant que salarié et que vous voulez développer votre carrière, ou simplement même en tant qu'étudiant et que vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que votre compréhension du monde peut vous permettre d'accomplir et gagner en temps et en argent, la tribu Telegram SOA est exactement ce qu'il vous faut. Et je vous explique pourquoi. Parce que c'est pas seulement que vous avez des Africains de toute origine. Autant, on a beaucoup de Camerounais, certes, mais on a aussi beaucoup d'Ivoiriens, des Togolais, de tout pays. On a des gens qui ne sont des fois même forcément d'Afrique. On a quelques Antillais. Donc, quand vous avez autant de diversité, de carrières, de métiers, il y a des entrepreneurs, il y a des salariés qui sont réunis. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. En fait, ce qui est magique dans la tribu Telegram, en vrai, c'est que vous avez l'occasion d'avancer pour vous et d'apprendre facilement, de vous améliorer, d'exposer votre singularité, mais surtout de découvrir une communauté qui est vraiment poussée vers le haut. Et je sais qu'on en parle souvent de se dire, oui, il faut qu'on se pousse vers le haut. Comment on le fait? C'est pas forcément en faisant des grandes choses. Et vous n'avez pas besoin d'attendre. J'aimerais qu'on n'attende pas chaque année le 1er janvier prendre des grandes résolutions. Vous m'écoutez là.
Vous avez pris de votre temps pour écouter notre podcast plusieurs fois et j'aimerais que vous profitiez de ce moment pour aller jusqu'au bout et aller jusqu'au terme de l'action. C'est bien beau d'écouter et on a une de nos valeurs, c'est ça, c'est l'action, c'est pas juste le mouvement. Ne passez pas juste votre temps à écouter un podcast, à écouter des vidéos, à écouter. Mais si vous voulez faire des choses, la première étape que je vous propose, c'est avec juste un paiement de 100 000 francs CFA par an, de commencer à avancer sur le chemin. C'est le premier pas que vous faites. Il n'est pas si coûteux que ça au final quand je vous promets un parcours passionnant parce qu'on a des masterminds auxquels vous pouvez apporter vos problématiques. Kaye et moi, vous pouvez directement nous solliciter. Donc attention, c'est pas un accompagnement, mais vous pouvez nous contacter pour avoir notre avis sur une situation qui vous concerne, sur un point d'actualité. Et ça, je pense que ça a de la valeur. Mais surtout, vous avez aussi d'autres gens autour de vous qui ont une expérience, une expertise, qui eux aussi sont prêts à vouloir aider, à vous rendre meilleur. Donc il y a un book club, il y a un travail énorme qui a été fait, donc l'annuaire, pour savoir exactement qui est dans la tribu et quels besoins vous avez. Demain, vous voulez lancer un business sur Amazon FBA, on a des experts dessus. Ou vous voulez vous lancer dans la crypto, on a des gens qui l'ont fait. Ou vous voulez investir, au contraire, dans la BRVM, on a des gens qui l'ont fait. Voilà, donc en fait, c'est un peu une occasion pour vous de faire un premier pas vers une meilleure version de vous, une version plus épanouie, et avec d'autres Africains. Et je pense qu'à ce prix-là, 150 € par an, c'est pas mal, c'est donné. Donc, faites plus qu'écouter. Faites plus que consommer du contenu, agissez et rejoignez la tribu Telegram dès aujourd'hui. À très vite. Et quand il a su qu'il y avait ce budget supplémentaire, au lieu de se dire « Ah, on pourrait faire d'autres vidéos », plus de choses, ouais. Il a augmenté du coup sa présence. À lui. Et il a compris du coup que c'est ça qui ferait du bien à l'entreprise. Ah, bien. Ouais. Donc effectivement, quand quelqu'un comprend, c'est là où il joue. Ça peut être game changer. Ouais, parce que du coup, même quand il est dans les négociations, il va avoir la vision globale. Et c'est énorme à notre niveau, parce que c'est vraiment, si la campagne est de 3 mois, comme si sur la moitié du temps... vous margez plus. En fait, lui, il n'est pas facturé pendant la moitié du temps. C'est-à-dire c'est comme si on offrait la moitié de son temps au client. Et que du coup, tu le tires de ton profit à toi. Exactement. Parce que les cadeaux sont en entreprise, ça vient de quelque part. Tu vois. Donc, imagine si le gars, il ne comprend pas. C'est pire parce que lui, il voit maintenant le montant qu'il a à faire ramener et il va être tout fier. Tout fier, alors qu'en fait, vous avez potentiellement perdu de l'argent. C'est ça. Donc, tu vois, pour expliquer ça, c'est... Non, c'est parce que même moi, j'ai dû prendre du temps. Ouais. J'ai étudié ce qui se font, comme je dis souvent, dans des cabinets conseils. Ouais. Je vais dire business model, pricing. Exactement. Des cabinets d'avocats, etc. Comment fonctionnent ceux qui vendent du temps. Tu vois. Et ça, tu te rends compte que c'est pas du tout la même chose que ce que tu as pu étudier ou voir ailleurs dans d'autres boîtes. Et là, en plus, mais bon, on en parlera après, mais sur les différentes business units qu'on lance, on a aussi un système de pricing différent et donc qui emmène, tu vois, et ça, je l'ai compris que très récemment, que c'est une façon de réfléchir totalement différente. C'est pour ça que je disais que quand tu lances un nouveau produit, parfois c'est important de faire venir un consultant ou une consultante là-dessus externe. Tu avais dit externe, tu m'avais dit externe. Parce que tu vois, c'est comme quand là on a la factory, on vend des prods à des grosses marques. Ouais. Et puis à un moment donné, on a dit, mais en fait, finalement, on est équipé, on peut aussi vendre à des boutiques, etc. Mais culturellement, on ne sait pas comment approcher ces éléments. Et en plus, eux, ils ont une image de... Mais ceux qui font les vidéos pour Orange... pourquoi ça va pas. Exactement. Et donc, c'est là où tu dois te rebrander ou quoi. Et c'est super intéressant que tu vois ce que tu viens de décrire, c'est dans les 7 business models. En fait, tu peux avoir le même produit, même la même value proposition, mais comme tu as des clients différents et une distribution différente, parce que là, en fait, tu passes du cas où, avec, par exemple, la distribution, notamment, c'est avec les grands groupes, j'imagine, c'est beaucoup de commercial. Avec les petits, c'est plus du marketing. Tu vois, les sales, c'est pas la même chose que le marketing. Donc, c'est pas la même motion de vente. C'est probablement pas le même pricing. Et surtout, ce que tu décris, oui, c'est que c'est aussi dans les assets, dans la marque et l'image. Peut-être qu'il faut 2 marques différentes parce que même si c'est la même value proposition, le même produit, comme c'est pas la même cible et pas la même distribution, peut-être qu'il faut une autre marque. Et c'est marrant parce que tu vois, par exemple, un bel exemple là-dessus de business model, moi, je trouvais qu'il était superment bien appliqué. C'est ce que Toyota a fait avec Lexus. Je sais pas si tu as vu ça. Non. La marque Lexus. Très peu de gens savent qu'en fait, c'est des Toyota. Et que surtout, ils ont créé cette marque. J'ai beaucoup vu ça dans le monde de l'automobile. Dans l'automobile, ils sont très connus pour ça. Parce qu'en fait, c'est la même chose. C'est comme quand on dit aux gens que les Audi, c'est des moteurs Volkswagen.
Ça choque beaucoup de gens. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils savent que c'est pas le même public, pas le même positionnement. Et Toyota, ils vendaient très bien aux États-Unis, mais quand ils ont voulu commencer à faire des voitures de luxe, les gens n'achetaient pas des voitures de luxe Toyota. Parce que dans leur tête, Toyota, c'était voiture abordable, solide. Ils voulaient avoir une image de produit étranger, idéalement luxueux, même si c'est le même composant. Donc, ils ont créé une autre marque. Et c'est d'ailleurs Lexus, c'est ça qu'ils disaient, c'est Luxury Export in the US. C'est ça qui donne Lexus. Donc, ils ont pris, la société japonaise, ils ont pris ces objectifs-là pour en faire une marque à part. Et c'est comme ça que Lexus est né de Toyota. Et ça montre aux gens qu'en fait, si tu ne comprends pas un business model, même si tu veux optimiser et avoir de nouveaux clients, tu vas tomber dans une situation où tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qu'il faut changer dans ton modèle. Des fois, il y a des changements à un endroit du modèle qui entraînent d'autres changements. Si tu changes les clients, tu dois changer potentiellement la marque, changer la distribution, changer la facturation. Tu dois changer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, particulièrement, je trouve un exercice un peu intellectuellement difficile pour beaucoup de gens, parce que si tu n'es pas curieux et humble, parce que si tu peux être curieux, mais si tu n'es pas humble en te disant ça a marché comme ça, peut-être que ça ne marchera plus, tu persistes en fait. Beaucoup de gens que je vois, en fait, quand ils sentent qu'ils bloquent, ils ont atteint un plafond, ils ont une bonne stratégie pour grandir, mais ils ne veulent pas changer certaines choses qui les ont fait grandir. Et des fois, c'est changer toi-même, comment tu communiques, comment tu te vois, comment tu te perçois. Et j'ai trouvé un exercice intéressant, moi, sur le business model. Je ne sais plus d'où ça venait, mais j'avais remarqué, les meilleurs, on dit que les gens qui connaissent le mieux leur business model, ils sont capables d'expliquer ce qu'ils font en 2 mots. Ah ouais? Un verbe et un sujet. Si jamais, et tu résumes le business model? Non, un verbe et un mot et un objet. Tu résumes ton business model avec un verbe et un objet. Donc toi, ce serait quoi, par exemple? Par exemple, avant, quand j'étais à Fricrea, moi, j'étais quelqu'un je vendais de la confiance. D'accord. La marketplace, tout son concept, c'est je vends aux gens que s'ils viennent chez nous, ils auront la confiance nécessaire pour faire des transactions. Les acheteurs vont pouvoir acheter et recevoir leurs produits. Les vendeurs vont pouvoir trouver des acheteurs. Donc, je vendais de la confiance. Maintenant, chez Anka, je ne vends plus de la confiance. Ce que je fais chez Anka aujourd'hui, c'est que je construis de la croissance. C'est pas le même métier. C'est-à-dire, tu construis la croissance pour qui? Pour les vendeurs. Je les aide à construire leur croissance. D'accord. Parce qu'en fait, et tu vois, cette distinction, pourtant, pour beaucoup de gens, c'est la même boîte. Mais moi, une fois que j'ai intégré que je faisais plus la même chose, ça change tout sur comment on se présente, sur comment mes équipes sont structurées. Parce qu'il y a des équipes, par exemple, qui étaient bonnes pour créer de la confiance, ne sont plus nécessaires. Là, j'ai plus besoin de vendre de la confiance à quelqu'un. Ce que j'essaie de faire, c'est que je dois construire, donc je dois avoir des gens qui ont une logique de builder, on appelle ça, et qui ont une logique aussi derrière, axée croissance. C'est-à-dire que tu vas avoir plus, par exemple, des profils qui comprennent un peu c'est quoi l'état d'esprit d'un incubateur. Exactement. Je donne un exemple. Par exemple, quand on était chez Africa, il n'y avait pas de commercial. Quand tu vends de la confiance, tu as besoin de commercial pour vendre de la confiance. Limite, un commercial, ça tue la confiance. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut que ça ait l'air un peu naturel, organique. Alors que quand tu construis de la croissance, un commercial, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui t'écoute. Quelqu'un qui vient, qui te dit, j'ai une expertise, je connais le marché, je pense que je connais ton problème. Et je pense que j'ai une solution. Tu vois? Donc, c'est même pas les mêmes équipes. Tu n'as pas normalement de commercial quand tu vends de la confiance. Tu vois, par exemple, l'une des personnes qui m'a très bien expliqué ça, c'est le Rudy, il s'appelle. Bon, il ne radera pas parce qu'il est anglophone. Lui, il me disait, lui, c'est lui qui organise Afronation, que tout le monde connaît. Afronation Ghana, Afronation Portugal. Et lui, je lui demandais, un jour, il m'a demandé, mais toi, tu fais quoi comme métier? Donc, je lui ai expliqué à Belle Position. Il me dit, non, mais en 2 mots, tu fais quoi? Et j'ai regardé, j'ai rigolé parce que j'avais déjà entendu moi aussi. Donc, j'ai répondu, j'ai dit, moi, je vends de la confiance. Il m'a regardé, il dit, toi, t'es un bon, toi, on va bosser ensemble. et je lui ai dit, toi, tu fais quoi, toi? Il me dit, moi, je vends de la joie. Tu vois? Il fait des concerts, mais quand tu lui demandes ce qu'il fait, il dit, I sell joy. Je vends de la joie. Et quand tu vois, du coup, si tu demandes à quelqu'un qui fait une marque de vêtements, par exemple, c'est quoi son business model? Il va tourner beaucoup, alors qu'en fait, si tu fais du vêtement, tu vends de la confiance en soi. Oui. En fait, après, pour certains, ça peut être de la commodité aussi. En fait, la réalité, c'est que la commodité, la commodité des vêtements, en vrai, comme je dis souvent aux gens, un vêtement, à la base, c'est pour te couvrir. Mais je pense que... Ou bien, par exemple, Nike peut dire, moi, je vends de la performance.
En fait, si tu veux, chaque type de marque, normalement, associé à quel est ton business model, en fait, tu n'as pas les mêmes objets ou les mêmes verbes. Bref, dites-nous en commentaire, faites l'exercice. Ouais, essayez. Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez ou qu'est-ce que vous faites? Parce que Ou des ce fois, que ça... vous souhaitez vendre. Ouais. Ou, tu vois, par exemple, quelqu'un qui fait un boulanger, oui, il vend pas forcément. Un boulanger, c'est... Alors, c'est... Les gens disent, il satisfait des envies. Tu vois, c'est pas forcément vendre toujours. C'est pas toujours l'action que tu fais au final qui compte. C'est de comprendre quel est ton métier, ce pourquoi on vient te voir, c'est quoi. Quelle est la... Comme Mais je dis, je trouve ça pas très loin de la mission. ça s'approche parce que ce qui est vrai dans ce que tu dis, c'est que c'est une façon courte de dire la mission. Parce que ça t'oblige à te concentrer sur... La mission, le problème, c'est que tu peux avoir énormément de compléments. Tu peux mettre plein de verbes, plein de Bien trucs. sûr. Mais là, c'est réduire. Donc ouais, je sais pas si toi, tu t'es déjà posé la question de si on te disait comme ça, qu'est-ce que toi, tu te dirais Non. Là, Sérieux en deux mots comme ça, non. Non, enfin, j'entends ça, mais je comprends. En fait, je trouve intéressant l'exercice dans l'objectif de clarté vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton entourage. Et puis, ça te permet... C'est pour ça que je dis que ça me rappelle la mission. C'est que ça te permet, si tu es un peu perdu, si tu sais pas trop, voilà, de s'il faut revenir faire ça. à quelque chose De simple. tu vois. Et c'est toujours important de pouvoir s'accrocher sur ce genre de choses parce que même quand tu es dans une négociation difficile, une conversation difficile, que ça soit en interne ou en externe, tu dis à la fin de la journée, voilà ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. Et en fait, quand tu reviens sur ce truc, après... En général, c'est plus simple. Ouais, c'est plus simple. Et c'est la beauté de... C'est comme je dis souvent, hein, c'est à notre époque, ce qui a beaucoup de valeur, encore plus dans les business models, ce n'est pas l'information. C'est vraiment la clarté. Plus tu es capable d'être clair sur ton business model, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'infos. Tu vois, c'est être très clair. Mais dis-moi, est-ce que être clair veut dire qu'on doit forcément avoir une réponse à tous tout. les éléments du business model? Non. Être clair, c'est pas être exhaustif. Ok, mais proposition de valeur quand même. Il faut que tu aies. Il faut être clair là-dessus. Et ce que je viens de donner, c'est un bon exemple de tester ta clarté de proposition de valeur parce que, bon, en fait, c'est un exercice que tu fais pas forcément. Moi, je l'ai fait parce que je l'ai vu quelque part et je l'ai lu quelque part et je me suis dit, tiens, je devrais me poser la question. Et ça m'a pris des semaines. Hein. J'en ai parlé avec mes associés, j'en ai parlé avec des clients. J'ai testé différentes combinaisons. Et c'est après des mois que je suis arrivé à cette conclusion. Donc, c'est pas quelque chose que tu fais, genre, spontanément. Toi, ça, je t'ai demandé si quelque chose te venait, mais c'est pas un truc que tu as trouvé du premier coup. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'autant cette partie-là, moi, je trouve que cette partie-là est très, très sous-estimée dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens, dans le business, sous-estiment les value propositions. Les gens se concentrent énormément sur le pricing. Ils se concentrent énormément sur la cible. Mais pas sur la value proposition. Tu vois, par exemple, dans le Congosa Business, on parle très peu des value propositions des gens. On parle beaucoup de leur prix, on parle beaucoup de la cible, on parle beaucoup de leur marque. Oui, mais tu sais, en fait, finalement, je pourrais faire partie en fait, des gens dont tu parles parce que très souvent, je me dis que c'est l'exécution qui fait le reste. C'est-à-dire que il y a des millions de restaurants, finalement, tu vois, avec, si on est très technique, comme tu peux l'être, on va se dire que oui, il y a des millions de restaurants, mais ils n'ont pas tous la même value proposition. Tu vois, certains viennent vendre de la joie, comme tu dis. Exactement. D'autres viennent vendre de l'évasion. Une évasion, etc. Mais la raison pour laquelle peut-être ils ne se posent pas cette question-là, c'est que ils vont être plutôt dans l'exécution des choses. Oui, bien sûr. L'exécution de leur vision. Mais là où je te rejoins, c'est que si tu as pris quand même le temps de clarifier ta proposition de valeur, ça t'aide dans l'exécution. Exactement. Mais pour moi, ça t'aide au même titre que ta vision, ta mission. Pour moi, on revient au why, tu vois, c'est les mêmes trucs, hein, c'est le plan, ça. En fait, de manière générale. Mais je trouve que beaucoup d'employés, même de sociétés, sous-estiment ça. Ah oui, c'est-à-dire, finalement, dans ma boîte, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Et c'est ce qui fait souvent que les gens n'arrivent pas aussi à avoir une carrière qui réussit. Ils peuvent être très performants, mais pas avoir une carrière. Mais qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui finalement, tu es employé, tu peux comprendre, mais finalement, tu n'es pas un fervent t'es pas adhérent. Oui, mais il faut changer de boîte.
Et c'est ça souvent qui manque. Je pense qu'il y a des gens très compétents qui sont dans des boîtes dont les missions ne leur parlent pas. Et la compétence n'a rien à voir avec l'adhésion à la mission, n'a rien à voir avec la value proposition. Et c'est ça qui explique pourquoi ces gens-là, des fois, ont du mal à croître dans ces boîtes-là. Parce qu'ils ne sont pas alignés. Donc, même s'ils font des efforts, ça ne va pas dans la bonne direction. Et de la même manière qu'on dit, il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il veut aller. Si tu n'as pas la culture business pour lire l'environnement dans lequel tu es, c'est comme si tu essayais de naviguer dans une ville sans carte, sans GPS, sans map. Tu es là, tu te dis, j'ai envie d'aller au musée, tu prends ta voiture et tu te balades dans la ville à chercher un musée. Wesh. Même si tu mets beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, ça se trouve, tu ne trouveras jamais les musées. Ouais. Mais même sur un autre registre, moi, j'aime souvent dire, si tu as besoin de... Si la stabilité est quelque chose d'important pour toi, ne va pas forcément dans les startups, dans une start-up ou dans une entreprise créée de toute main par le fondateur. C'est ça. Tu vois? Parce que lui, de sa vision, tu vois, il y croit, il avance. veut aller. Mais toi, voilà, va dans, je sais pas, une banque qui est là depuis 100 ans. Je te jure, etc., ça se trouve, c'est le même métier, mais tu courras plus. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire aux gens que nous, comme je dis, on construit de la croissance. Donc, si tu n'aimes pas la croissance, si tu es quelqu'un qui aime la stabilité, tu vas souffrir chez Anka. Parce que nous, on est là pour pousser. Même quand on n'y arrive pas, l'idée, c'est même si ton service ne répond pas parfaitement aux besoins de quelqu'un, il faut qu'après t'avoir parlé, il ait des outils pour croître. Mais ça t'arrive souvent, après une discussion avec un employé, de te dire, je crois qu'il ne se rend pas compte de où il est. Oui. C'est-à-dire que... Moi, je leur dis des fois, à mes employés peuvent témoigner, des fois, je leur dis, mais tu sais que tu n'es pas au bon endroit, si tu veux ça. Moi, je leur dis, je dis franchement... si tu veux être formé, apprendre vite, avoir de l'autonomie et apprendre, avoir des responsabilités, tu es au bon endroit. Si tu veux être confortable, être stable et avoir de la visibilité, tu n'es pas au bon endroit. Mais au final, je pense que l'énorme majorité, même ceux qui sont dans les startups, beaucoup cherchent du confort. Enfin, surtout dans nos pays, parce que... Oui, bien sûr. On parle beaucoup de la culture startup, ce n'est pas que celle du dirigeant. Il y a, d'ailleurs, je pense à l'époque où l'État avait créé une formation pour devenir un bon employé de startup. Exactement. Parce que c'est particulier d'être c'est... employé dans une entreprise construite par un entrepreneur. C'est pas la même chose que de rejoindre un grand corporate. Groupe. Ça n'a rien à voir. Et du coup, tu vas là-bas et puis tu vois ton cousin qui est en corporate qui te dit des choses et toi, tu viens essayer d'appliquer ça. Oui, c'est pas comparable. Non. Et ça, c'est très vrai sur le business model. Et je pense que c'est encore plus vrai, comme tu dis, selon l'environnement. Je pense que dans le business model, on n'a pas mis l'environnement, mais c'est clair qu'une boulangerie à Abidjan n'a rien à voir avec une boulangerie à Paris en termes de business model. Il y a forcément dans la distribution, dans les clients, il y a des choses que tu ne peux pas espérer comparer. Et c'est souvent le danger quand tu copie-colles des modèles. D'ailleurs, il y a une très belle phrase dans le monde des startups que j'ai vue il n'y a pas longtemps, là, que dans le groupe Tech Republic, Nelson, dédicace, a redonné. Il dit... alors c'est en anglais, donc c'est maybe there is a gap in the market, but it's because there is no market in the gap. There is no market in the gap. Il n'y a pas de marché dans c'est-à-dire que beaucoup de gens qui entreprennent, ils font une erreur. Ils identifient dans le marché un manque. Donc ils se disent, je vais faire ça parce que ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas, c'est que ce qui n'existe pas là, cet écart dans le marché, parce qu'à l'intérieur de l'écart, il n'y a pas d'argent. En tout cas, il n'y a pas assez d'argent pour créer à l'intérieur de cet écart une société. Et s'il y a souvent un écart dans le marché, souvent, c'est parce qu'il y a des gens qui ont essayé, qui sont morts, et l'écart reste. Ouais, ça me fait penser, tu vois, moi, on me demande tellement de fois d'être manager d'influenceur. Oui. Même mes équipes m'avaient demandé, mais pourquoi on ne ferait pas management d'influenceur? Ça revient tout le temps parce qu'ils voient bien que beaucoup d'influenceurs sont un peu perdus, bossent avec nous. Nous, on connaît les marques, ils se disent c'est le bon fit. Mais j'analyse le truc dans tous les sens. Il n'y a pas... le modèle économique... le modèle économique ne paraît pas, à part... sur certains profils, tu vois, mais voilà. Et peut-être dans un autre environnement, ça marcherait, peut-être. Oui, mais d'ailleurs, ça marche. Ça marche, c'est ça que je veux dire. Dans d'autres environnements, ça marche. Exactement. Ça marche. Et d'ailleurs, ça me fait penser... C'est un très bel exemple que tu donnes là, le truc. J'ai une structure au Sénégal avec qui on va se mettre en partenaire. Ouais. Et c'est dingue. C'est des jeunes qui ont créé une boîte. Je sais pas si
d'ailleurs, au bout de tant d'épisodes, j'ai l'impression d'avoir déjà raconté ça. Tout ça, mais raconte, bref, on en voit. Si tu peux pas regarder, raconte. Et du coup, ils ont un pôle influenceur où ils sont managers d'une quinzaine d'influenceurs au Sénégal. Non, tu m'en as parlé, mais tu l'as pas fait devant le podcast. Je me souviens. Ah, ok, très bien. okay. Vas-y. Et donc, on fait le call et je leur dis... Comment vous faites? Je dis... Donc, je leur laisse présenter tout leur histoire. Et j'avais une question. Je dis, mais est-ce que ça vous rapporte vraiment ce truc de management? Et puis, il me dit, honnêtement, c'est pas de ça qu'on vit. Et personne de l'extérieur peut savoir ça. J'ai dit, ok, mais du coup, pourquoi vous le faites? Il dit, non, on le maintient parce que grâce à la signature avec les influenceurs, on est au courant de toutes les entreprises qui veulent communiquer. Je dis, ok. Eux, c'est comme ça qu'ils trouvent des leads. Ouais, parce qu'ils les appellent. Puis après, j'ai creusé. Je dis, mais vous aviez cette stratégie dès le départ? Il dit, non. Non. Il dit, au début, on se disait, on va faire l'argent dedans. Et après, c'est devenu ça, tu vois. Super intéressant, ça. Ouais, j'ai dit, ah ouais, smart, tu vois. Je dis, ok, oui. Et donc, ils ont trouvé de la valeur dans un marché, mais pour servir un autre marché. Un autre marché. Et j'en parlais, ça me rappelle une autre discussion que j'ai eue avec Christian, qu'on a eu dans le podcast. Ouais, de nos filles. Et chaque fois, il me parle de ses projets médias. Et le site, et la TV, et la les radio, livres, etc. Et la radio. Je dis, mais tout ça, finalement, c'est quoi le business model et tout ça? Et en fait, il a les idées tellement claires sur le sujet. Il dit, c'est pas avec ça que je vais faire des sauts. Non. Mais aujourd'hui, je construis sur ces 10 dernières années un environnement qui me permet d'avoir de l'influence. Et ça, il faut que je le maintienne sur toute ma carrière. Ah oui, ok. Et il va toujours l'étendre. Tu vois, donc du coup, tu vois, parfois, c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de copier une activité de quelqu'un d'autre parce que vous ne savez pas pourquoi il le fait. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il gagne ses sous grâce à ça. Et c'est le plus dangereux. Et ça, c'est ce que tu donnes. C'est un premier danger. C'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est ce qui lui rapporte de l'argent. Mais en plus, c'est par exemple, il y a des gens qui, je me rappelle, se comparent à l'entrepreneur en disant, mais lui, il price à ce prix-là. Elle est faite à ce prix-là, mais ils ne savent pas de quelles ressources la personne dispose. Exactement. D'ailleurs, qui est un point important du business Canva. Oui. Quelles sont tes ressources? Mais par exemple, ça se trouve, la personne, elle a un restaurant, mais elle ne paye pas le loyer. Exactement. Parce que c'est un bien de sa famille. Exactement. Et toi, le compétiteur idiot qui regarde de l'extérieur va se dire, ouais, je vais faire les mêmes prix que lui, je vais faire les mêmes trucs, mais il ne paye pas le loyer. Donc en fait, à la fin de la journée, si tu te mets à côté de lui, le loyer va te tuer. Ouais. Toi, tu es là, tu te crois trop smart à dire, je vais copier. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut parler à ses compétiteurs. Ou à des gens qui te ressemblent, parce que tu vas découvrir qu'en fait, des fois, ils ont des ressources ou des assets que toi, tu n'auras jamais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, ah, ok, donc toi, tu peux faire ça, parce qu'en fait, toi, t'aimes ça. Mais moi, même si on me paye des millions, je pourrais pas aimer faire ça assez pour le faire. Mais dans la comparaison, là où tu as super raison, c'est que comparaison sans discussion, ouais, c'est vraiment que ruine de l'âme. Hein, parce qu'en fait, c'est même, tu te jettes là-dedans. Ce qui est bien avec le Canva, c'est que aussi, ce qui est vrai, c'est que moi, je proposerais aux gens un truc un peu chelou, c'est faire un business model Canva de soi-même. Attention. Petite pause. On parle souvent de la tribu Telegram et souvent, les gens nous entendent parler de personnes, de ce qui se passe dedans. Mais si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce groupe et qu'est-ce qu'on a pour ces 150 € par an, en fait, on a un petit résumé hebdomadaire maintenant fait par notre super team Gazette SOA que je vous laisse écouter. Et après ça, n'hésitez pas à vous abonner à la tribu. C'est dans la description juste en bas. À très vite. Hello! Cette semaine dans Inside SOA Tribe, retour sur l'épisode 81 avec Steve Betty qui nous parle de l'écosystème des startups en Côte d'Ivoire. Dans les discussions, quels sont les différents types de business autour des matières premières avec l'exemple de la banane et petit cours sur la monnaie pour comprendre les banques communautaires. Dans la rubrique Sharing is Caring, les secrets du financement de l'industrie créative que l'on découvre grâce au podcast Tomka, quelles sont les 10 plus grandes entreprises transformatrices de cacao en Côte d'Ivoire et petit retour sur la discussion entre Bill Gates, Mo Ibrahim et Aliko Dangote sur le futur de l'Afrique. En Congosa Business cette semaine, la Société Générale s'apprête à céder ses filiales de Côte d'Ivoire après avoir cédé celle du Maroc. Cela marquerait-il la fin des banques de détail en Afrique? On reste à faire répondre. Dans l'actualité de la tribu, Edith Bleu a fait un shout-out monumental à Sylvie sur son business d'élevage d'escargots que vous retrouverez sur LinkedIn et Facebook. Yolande met la tribu au défi sur un challenge growth hacking. Khadija lance le concept Book Fun pour épicer un peu les moments du book club.
Et il y a eu un mastermind de feu animé par Moulay avec des dress code chillés par balle tellement ça a tiré à balles réelles. Cette semaine, nous accueillons 3 nouveaux membres, Ahmed, Jean-François et François. Et enfin, vous découvrirez 2 profils, Malik from the US et Ange qui a fait une des entrées les plus fracassantes dans la tribune. La Team Gazette vous donne rendez-vous jeudi et comme d'habitude, chaque semaine, de nouvelles opportunités de grandir ensemble. Bye guys! Ah ouais. Comment tu te vends? Quelle est ta proposition de valeur? Moi, ma proposition de valeur, je pense que je suis un gars qui, étant différent, apporte des perspectives originales, surtout sur tout ce qui est les gens qui sont aussi différents et qui veulent performer dans l'environnement pro. Et toi, c'est pas le deal maker? Ouais, je suis le deal maker. Ça, c'est que, voilà. Si tu me résumes en un mot, Kader, mon associé. En 2 mots, Kader, il dit que moi, mon truc, c'est faire des deals. Ce qui est marrant parce qu'au début, je le voyais pas comme ça, mais c'est vrai que ça explique pourquoi j'aime un peu la finance, un peu le marketing, un peu le commercial. Et juste avant, par contre, tu te définissais plus comme le gars qui va te donner un avis original. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu vas cultiver? Oui. Ça se taffe. Bah, attention, parce que du coup, on rentre dans un truc où, d'ailleurs, je me moque souvent de toi, où tu vas dire non parce qu'il faut dire non et tout le monde dit oui. Oui. Tout à fait. Mais la question, c'est est-ce que je peux défendre mon nom? Là est la question. Oui, mais d'accord. Mais après, ça devient comme dans The Great Debater. Choisis un thème. Mais allez, exactement. Mais en parlant de debater. Comme en philo. Est-ce que tu as fait les 16 personalities le truc des 16 personnalités? C'est le test. Oui, je l'ai fait. Tu te souviens un peu ce que tu es? Ouais, non. Mais moi, ma personnalité, c'est debater. Ah oui. Moi, j'aime ça. Je me régale. Je peux défendre 2 positions sur un même débat. Je suis bien. Même si je ne crois aucune des 2. Oui, mais d'accord. Mais quelle est la proposition de valeur alors là-dessus? La particularité, c'est que si tu es capable de défendre 2 positions, c'est que tu es plus proche objectivement de la réalité. Parce que tu n'es pas attaché à une position. L'homme qui change d'avis plus vite que son ombre. Bon, en tout cas, quand je le fais, je le dis. Ce que je dis souvent aux gens. Non, je te force maintenant à le dire. Non, mais avant, je le disais aussi. Parce qu'avant, je t'ai perturbé. C'est ça. Je me dis, mince, il a dit ça, mais il y a 2 mois, il a dit ça. Donc, j'ai mal compris la dernière fois. Je me disais ça. À un moment donné, je me suis dit, mais non. Non, t'as pas mal compris. Là, il t'a changé d'avis. Il dit oui. Oui. Voilà, si tu me demandes, je te dirais. Et en plus, par contre, si tu me demandes de changer d'avis, je t'explique pourquoi. Ce qui est dangereux, c'est les gens qui changent d'avis sans raison. ça fait flipper, ça. Mais tu vois, par exemple, c'est comme toi, tu disais l'autre jour, à un moment, les ressources, c'est que chaque personne a. C'est clair que, par exemple, toi, oui, à un moment, ta capacité à comme tu dis, networker et gérer, c'est une ressource qui, même de l'extérieur, ne se voit pas. En fait, les gens ne peuvent pas le savoir. Enfin, de l'extérieur, quand ils te voient, bien sûr. Ils peuvent pas imaginer que t'es comme ça. Non, surtout à ce stade de ma carrière. Les gens peuvent pas imaginer. Et j'imagine que ça doit être pareil pour, par exemple, demain, quelqu'un qui va venir à Totem pour faire le podcast avec Totem Factory ne se rend pas forcément compte qu'en plus de ton expertise entrepreneuriale, média, tu as un réseau qui est une ressource auquel, si tu vois que le podcast marche, tu peux apporter de la valeur. Et les gens ne le voient pas avant de, en fait, avoir eu affaire à toi suffisamment longtemps pour te capter. Mais l'idéal, du coup, tu veux dire quoi? Qu'il faut cultiver. Tu dis qu'en fait, il faut se faire l'exercice du business model à sa personne. Ouais, pour pouvoir le cultiver. Ouais. Et aussi pour un peu, comme on dit, self-awareness, frère. Toujours. Tu sais, Gary Vee, bientôt, frère. Bientôt. Donc, on lâche rien. Mais self-awareness, je pense que ça marche pour ça. Parce que, en vrai, tu sais, il y a une phrase qu'on dit souvent, quelque part, on est tous un produit dans un marché. C'est juste sur quel marché tu es. Des fois, marché du travail. Des fois, marché du dating. Je sais que les gens aiment beaucoup ce sujet-là. Mais sur le marché du dating, tu fais un business model Canva pour toi-même. Quelle est ta valeur? Comme Dr. Philippe Simon. Exactement. et je t'assure que quand tu fais ça, tu prends un marché, tu te dis, en tant que produit, quelle est ma valeur dedans? Quelles sont mes ressources? Comment je me distribue? Pareil. Souvent, ce que je reproche aux filles de match dating. Distribution. Mais oui, comment tu te distribues? C'est là, je vois Cano. Voilà, Cano, ouais. Eux, c'est Cano qu'ils ont mis. Quel canal tu utilises? Tu vois, par exemple, le podcast a révélé un canal que moi, j'ai toujours détesté. Lequel? Les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. À la base, j'aime pas les réseaux sociaux. Mais parce que j'ai réalisé que ce que je n'aime pas, c'est un truc que je n'aime pas, c'est le parler tout seul. Je m'assois et donner des leçons. Par contre, j'aime discuter avec quelqu'un. Et en fait, j'avais jamais eu le cadre, le format qui allait. Et tu vois, c'est ça qui est quelque chose, des fois, tu sais pas, en fait. Jusqu'à il y a 5 ans, plein de gens m'ont déjà dit plein de fois, j'ai fait des interviews qui me disaient « Ah, mais t'as une super voix, tu devrais faire ci. » Et j'ai toujours dit non parce que flemme de m'asseoir et de raconter ma vie à quelqu'un devant la caméra. Par contre, causer avec toi, moi, je kiffe. Et ce que je dis aux gens souvent, c'est ça. C'est que le podcast,
on passe un bon moment qui est au nom des caméras en vrai. Et c'est terrible qu'on soit rendu compte que les caméras, en fait, apportent de la chose aux gens. D'ailleurs, je t'ai pas partagé un milestone, là. Vas-y, envoie. sur la chaîne YouTube. Yes, on a quoi? Ils disent ça fait 500 vidéos postées. Oh volume, mon Je sais pas gars si c'est 500. Donc, tous ceux qui veulent lancer des podcasts, là, prenez-en de la graine. 500, les amis. 500 vidéos. Donc, Ah ouais, putain, on a envoyé du lourd, quand même. donc si on enlève... Alors, les shorts sont compris dedans. Et c'est très important parce que les gens ne savent pas, mais les shorts, c'est ce qui nous amène le plus d'abonnés. Ouais. Plus Donc, que les vidéos longues, Mais, maintenant. mais ce qui me fait peur, c'est que ça veut dire qu'avant de commencer le podcast, j'ai fait combien de vidéos? J'en sais rien du tout, frère. Tu as dû en faire pas tant que ça. Hein. Mais c'est qu'avant, vrai que si, je postais aussi mes passages dans les émissions. Oui, voilà, c'est bien. Donc Non, peut-être 100, ouais. 100, ouais. C'est franchement, mec. Et puis, les shorts, il faut se rendre compte que les gens ne voient pas, nous, quand on poste 10 shorts. Non, parce que parfois, c'est pas le même public. D'ailleurs, YouTube cible voilà, le différents. public short. Ouais. Il y a des gens qui sont gros consommateurs de short. Mais tu vois, Ouais. c'est un canal différent. Sur YouTube, hein. Ouais. C'est sur YouTube. Sur Mais un maintenant, même réseau social. l'expérience est un peu fusionnée. Ouais. Mais c'est vrai qu'ils visent pas forcément les mêmes personnes. Mais là, tu vois, c'est un super exemple de business model Canva. Même pour nous, en tant que podcast, on a des canaux différents à l'intérieur de YouTube. Ouais, ce matin, quelqu'un m'a dit « Ah, j'aime trop le podcast sur LinkedIn. » Je dis « Bon, ouais. » Sur LinkedIn. Ouais. Ah, parce que ouais, je les poste tout le temps, moi. Ouais, peut-être. Bon, ça C'est là-bas où ils vont. Tu vois, donc, Mais je suis sûr, on a déjà posé la question, les gens qui regardent nos extraits sur Insta, ne regardent pas, la plupart ne regardent pas le podcast. Et ceux qui regardent le podcast sur YouTube regardent très rarement sur Instagram. Oui, non, c'est clair. Parce qu'en fait, c'est pas Mais une fois que tu as craqué ça, c'est là que tu craques le game de l'attention. YouTube. Ouais. De YouTube. C'est-à-dire si tu arrives à avoir une communauté qui est sur YouTube, c'est-à-dire qui t'attend sur YouTube, ça c'est gagné parce que c'est un public fidèle qui suit et en fait qui n'a même pas besoin de te suivre sur Facebook. Oui, Il c'est est pas la là, même il vie. veut son contenu et puis. C'est la télé, quoi, comme Ouais, tu et dis. puis voilà. YouTube, c'est la télé. Mais tu sais, quand je regarde le business Canva, Dis-moi. le plateau me fait penser un peu à un jeu de société. Ok, ouais, Et du coup, les différentes structures Ouais, et tailles, les là. différentes Ouais. structures. Et du coup, ça me fait penser à Patrick Bet-David Ok. qui dit chaque fois parce que moi, je le suis plus ces temps-ci quand lui-même est interviewé. C'est plus Parce que, intéressant. ouais, parce que maintenant, il parle de tout. Mais quand il est interviewé, c'est intéressant. Et il dit toujours I love this game. I love this game. This game of business. Ouais, c'est un jeu pour lui, ouais, c'est C'est vrai. un jeu pour lui. C'est pour ça que avoir les 7 ou 9 composantes en tête et de se dire, OK, j'en suis où sur ma valeur proposition, OK, segmentation, je touche ça, donc ça a un impact va aller. sur ça, Exactement. ça. Après, il ne faut pas être dans la théorie et parfois, il faut juste faire. Mais Oui. c'est vrai que je pense que c'est aussi une indication d'à quel point tu es fait pour être entrepreneur, ou en tout cas, tu aimes ça. Est-ce que tu considères ça, est-ce que tu arrives à prendre du considérer ça comme un jeu? Un jeu, à prendre Est-ce du plaisir. que tu arrives à, toi, malgré tous les enjeux que tu peux avoir derrière, toi, Et c'est t'as intéressant, beaucoup de ouais. stress. Parce que si ça devient une galère, si tu as la boule au ventre, etc., finalement, il y a C'est un plus le même problème. exercice. Et ce qui est vrai dans un jeu, c'est que tu peux être content même quand tu perds. Moi, c'est pour ça que Oui, j'aime parce beaucoup que les tu jeux. sais que, OK, j'ai compris. J'ai Tu appris vois, un truc. J'ai appris un truc. Prochaine fois, c'est ce que tu dis souvent sur les Ouais, jeux vidéo. Ce jeu vidéo, moi, j'adore. Tu perds 12 fois, 13e fois, t'es là. Et je t'ai dit, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte, les gens qui aiment les jeux vidéo, on perd la plupart du temps. Oui. Mais, vraiment, tu perds. Tu passes plus de temps à perdre que tu passes de temps à gagner parce que sinon, par définition, tu finis le jeu trop vite. Mais tu perds, tu recommences, tu fais ci, nanana. Et je pense que c'est pareil même au Monopoly. Tu vois, par exemple, les gens au Monopoly pensent que moi, j'adore gagner. Mais en vrai, Oh. franchement, j'aime bien. Non, c'est cool de gagner. Mais les parties dont je me souviens le plus, Kai, C'est quand c'est pas t'as celle que perdu. je gagne. C'est celle Oui, où j'ai bah perdu. Après, ça, si tu te souviens, ça, c'est autre chose. Non, mais La c'est celle où j'ai, mémoire. vraiment, littéralement, celle où j'ai pris le plus de plaisir, où j'ai le plus rigolé, c'est j'ai perdu. C'est parce que c'est quand j'ai perdu souvent, quelqu'un a fait quelque chose de fantastique. Je parle souvent de la femme de Guillaume, de mon associé, notre directeur financier, Nadège, qui connaissait rien au Monopoly, mais la Go, en une dizaine de parties, elle a révolutionné ma vision du jeu. Je regarde, j'ai Ah, petit encaissement. Là. oh, de l'argent qui rentre. C'est pas mauvais. On aime ça, on aime ça. Toujours important. Donc ouais, non, franchement, comme tu dis, le jeu et le business model Canva, je pense que c'est aussi pourquoi ça a eu autant de succès.
c'est que la façon dont c'est présenté est plus ludique. Mais tu sais, sans entrer dans la caricature américaine, I love this game, I love this game, je pense que tout en gardant le sens des réalités, c'est la vraie vie, je pense que cette notion de plaisir, elle est importante d'aller la trouver, en fait. C'est vrai que c'est dur, tu vois, mais tu as besoin de ça. Et c'est pour ça que même, tu vois, quand j'ai des discussions avec Anthony sur comment on va se répartir des choses, les fois où on a fait des choses de manière pragmatique, il y a ça à faire, il y a ça à faire, etc. Ça se passe moins bien que quand on revient sur qu'est-ce que j'ai envie de... qu'est-ce que j'ai envie de, et puis on essaye de broder autour de ça, ce que vous avez envie de faire, tu vois, parce que on pourrait dire, tu vois, que finalement que j'ai pas le temps pour m'occuper de la partie factory, créativité, etc. Mais en même temps, c'est là où tu prends du plaisir. Voilà, donc autant le faire. Autant le faire, parce que tu peux pas en fait tout le temps optimiser. Ouais. Et c'est vrai que le danger des trucs comme les business models, les grandes théories, c'est qu'après, ça retire la notion de plaisir. Ça retire la notion d'un moment, c'est ça qui te drive. Et du coup, comme tu disais, alors quand je prenais l'exemple de la boxe, il y a des éléments qui ne vont pas te parler et que tu vas peut-être... soit tu as un associé qui aime ça, soit ça va être un partenaire, soit ça va être un prestataire. Exact. Mais attention d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut qu'on fasse attention dans le business model. Il y a certaines choses dans un business model qui sont, pour chaque industrie, tu as des choses qui sont non négociables, essentielles et que tu ne peux pas déléguer. Par exemple, l'exemple que je connais le plus simple, c'est dans les startups, et je le répète souvent, si vous faites une startup et que l'un de vos associés cofondateurs n'est pas un développeur, c'est mort. Ouais. C'est dead. Et ça, rappelle-le, tu le dis haut et fort parce que peu de gens personne vont le dit. Oui, personne ne vous le dit. Personne vous le dit. Vous pouvez avoir une super traction. Tout le monde le pense. Les investisseurs ne vont pas vous donner d'argent. Et tôt ou tard, dans votre croissance de la boîte, vous allez avoir un niveau de mur que vous ne pourrez plus passer. Parce que c'est le produit. Et le meilleur exemple que je donne aux gens, c'est essayer de faire un restaurant sans vous-même savoir cuisiner. Non, ça c'est possible. C'est possible, mais toute ta vie va dépendre des cuisiniers. Tu as des restaurants qui sombrent parce que le cuisinier s'est barré. Mais toi, ta vie dépend bien des devs. Entièrement. Moi, j'ai 17 boîtes-là. Comme je l'ai écrit dans tous mes articles, Luc détient le futur de cette boîte. Les gens me voient, moi, faire des claquettes, Kader faire des claquettes, mais c'est Luc qui tient la boîte. Si Luc... Moi, j'ai toujours... À l'époque, même nos investisseurs nous avaient dit à un moment, mais imaginez, ça avait quelque chose à Luc. Bon, maintenant, il a une équipe, il y a eu le riche, il y a plein d'autres gars. Mais c'est eux qui font le produit. En fait, à un moment, c'est qui fait le produit. Attention, faire le produit... Ça ne veut pas seulement dire celui qui met la pâte. Mais si tu n'es pas capable de concevoir le produit, un développeur, c'est plus quelqu'un qui le conçoit que quelqu'un qui le code forcément. C'est la conception du produit, le problème. Et c'est pour ça que souvent, tu vois des gens, ils disent, mais moi, au restaurant, je ne cuisine pas. Non, mais c'est toi qui conçois le revenu. Le menu, c'est toi qui le fais. C'est toi qui décides qu'est-ce qu'on fait comme plat à quel moment. C'est toi qui décides qu'est-ce qu'on met comme quantité dans chaque truc. C'est ça, la conception. C'est pas, effectivement, couper les oignons, non. C'est décider, on met tant d'oignons dans la sauce, on en met 10, on n'en met pas 11. Ça, c'est la cuisine. Et tous ceux qui gèrent des restaurants souvent me disent, et j'ai une de mes meilleures amies du coup à une boulangerie, elle me dit, elle adore la pâtisserie, mais son boulot, c'est pas la pâtisserie. Son boulot, elle a une pâtisserie, c'est la mesure, la gestion des gens. Ouais. Elle, dans l'absolu, elle aime cuisiner, elle te fait n'importe quel plat. Ouais. Mais son quotidien, c'est s'assurer qu'on tienne les mesures, qu'on vende correctement et qu'elle gère les gens. Mais dans l'absolu, elle dit la meilleure pâtisserie n'est pas celle qui a le meilleur pâtissier. Tu vois le point en termes de... Parce que après, c'est une entreprise à la fin de la journée. Donc souvent, je pense que c'est un truc important sur... Il y a certaines ressources qu'il faut que tu fasses attention, qui sont des dangers. C'est comme, oui, souvent les gens disent dans la restauration, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est location, location, location. Mais où est basé ton restaurant change tout. Après, les réseaux sociaux t'aident un peu à t'affranchir de ça, dans une certaine mesure. Ouais. Mais comme tu disais là tout à l'heure même, l'endroit où tu es situé des fois, t'amènes des clients sans que tu n'aies rien à faire. Ouais. Même quand tu n'es pas un resto. Ouais. Donc les gens ne se rendent pas compte forcément de, des fois, les ressources nécessaires et des fois, les assets qu'ils ont. C'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, ressources, du coup, on pense forcément à humaines et financières. Mais ouais, ça peut être des... Compétences.
compétence, ça peut être un placement, ça peut être une localisation. Ouais. Je regarde si on a tout fait. Ouais. Mais, après, tu sais, mais j'ai le sentiment, parenthèse, qu'il y a encore un épisode à faire parce que. T'es trop Non, chaud, mais ça. J'adore sur quoi. Bon, puisque tu dis que pour parler de système d'abonnement, système de freemium, système de commission, que tout ça, ce sont que des types de pricing. Il y a pricing part 3 à faire sur cette typologie. Oui, parce que, alors, c'est vrai qu'on pourrait les rentrer. Parce que les gens se posent la question, OK, j'ai une valeur de proposition, j'ai une proposition de valeur, pardon. Oui. Et ensuite, je ne sais pas c'est dans quelle partie, c'est quel va être mon modèle finalement. Mais ça, je pense qu'il y a plein d'articles. Par exemple, je pense que tu vois là, j'ai un article de la. Il y a plein d'articles. On fait un podcast, nous, on est là pour. Mais je veux dire. Tu vas envoyer des articles. Non, ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, si c'est juste la théorie pure, la connaissance est là. Non, en fait, moi, je trouve même que ça peut être fun de prendre des boîtes connues et de découper leur business model. Ouais, c'est ça. Ou alors, tu vois, sur les pricing, en fait, comprendre pourquoi, tu vois, aujourd'hui, pourquoi est-ce que, tu vois, des gens comme Uber, en plus, toi, dans les marketplaces, Feu Marketplace. Feu, on en a encore une. Oui, il y en a encore plus. Mais tu vois, c'est des questions que les gens se posent énormément. C'est-à-dire, comment est-ce que tu fais finalement? Est-ce que tu factures celui qui apporte ou tu factures celui qui achète? Ouais. Tu vois, bon, ça, par exemple, oui, les marketplaces, je dis souvent aux gens, le modèle de la commission, tu dois forcément le faire porter à celui qui fournit le service. Tu peux pas le faire porter à celui qui a besoin. Ouais, mais tu as beaucoup de marketplaces qui taxent les deux. Ah oui, mais c'est parce qu'en fait, dans ce cas-là, ce qu'ils font, c'est parce que quand ils taxent les deux, comme Airbnb, c'est parce que en fait, souvent, ils n'arrivent pas à taxer l'autre entièrement. C'est fort, ouais. En fait, tu peux pas. Si tu taxes trop l'autre, à un moment, il vient plus chez toi. Mais normalement, c'est la partie qui apporte le plus besoin et sur laquelle tu commissionnes. Voilà, ouais. Donc stratégie de prix, ça, c'est dans flux de revenus. Ouais, tu vois, stratégie de prix. Abonnement, formation, commission. Les plus de notre futur produit. On a parlé de la proposition de valeur, ressources clés, les segments de clients. Ouais. Il y a des trucs qui aussi pas dans le business model Canva, c'est dans certains modèles de revenus, tu fais pas de revenus sur ta vente initiale. Par exemple, je vais te donner un exemple. Le plus connu, c'est les imprimantes. Les sociétés d'imprimantes font plus d'argent avec les cartouches. Comme les machines à café. Exactement, comme les machines à café. Ils font plus d'argent sur les capsules que sur les machines. Ouais. Mais ça, c'est une stratégie de prix. C'est une stratégie de prix qui est ancrée, du coup, quelque part sur ton produit, en fait. C'est vraiment quel est ton produit. Parce qu'en fait, les machines à café, ce qu'ils vendent, le produit, c'est les capsules. C'est pas la machine. Ouais. La machine est juste l'outil pour te faire consommer les capsules. Et une fois que tu l'as pris, t'es dedans. Mais le problème, c'est que oui, tu vois, ça, c'est des trucs, des fois, tu le vois pas de l'extérieur. Il y a certaines boîtes, tu as l'impression qu'ils te vendent un produit, mais en fait, c'est un service qu'il y a derrière. Ouais, c'est un abonnement que tu es en train de prendre. Voilà, sur lequel ils te payent. Tu vois, bon, moi, ma Oura, ils ont pivoté là-dedans. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais, c'est exagéré. Il faut faire l'argent, mon frère. C'est pas facile, la vie. Hey les amis, je vous prends quelques secondes pour vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à écouter, à regarder ce podcast et ça nous donne une force énorme. C'est important pour moi aussi de rappeler la vision derrière ce podcast. On souhaite, avec ce podcast, tout simplement que chaque personne puisse atteindre son épanouissement personnel, puisse être le plus heureux possible. Et ça passe, nous pensons, par le développement d'une culture business. Parce que vous soyez cadre dirigeant, entrepreneur, employé, étudiant, au chômage, vous avez besoin de développer votre culture business pour passer un palier dans votre chemin de vie. Et ce qu'on propose, c'est d'aller encore plus loin. Aller plus loin que regarder le podcast. Pour ceux qui veulent aller plus loin, nous avons mis en place la communauté Telegram. La communauté Telegram, c'est aujourd'hui maintenant 400 membres. 400 membres issus de 26 pays différents. D'Allemagne, d'Italie, de France, du Congo, du Mali. Des Africains du monde entier qui sont réunis dans cette tribu
comme on l'appelle, la tribe, et qui, au quotidien, échangent, se donnent des feedbacks sur différents projets. Donc, quand on vous dit qu'avec cette communauté, vous avez accès à Kai et Moulay pour échanger sur quelques questions, c'est vrai, mais la vraie valeur ajoutée, vous la tirez de cette communauté qui, en plus d'échanger chaque jour sur le Telegram, vous donne rendez-vous chaque mercredi dans des masterminds privés où on va parler crypto, on va parler de préparation de l'épargne, on va parler de publicité online, on va parler de trésorerie d'entreprise. Autant de sujets techniques portés par des membres de la communauté experts dans leur domaine. Vous ne voudrez vraiment pas manquer ces rendez-vous. J'insiste, on a vraiment envie d'accueillir encore plus d'esprits brillants, amoureux de l'Afrique dans cette communauté. Rejoignez-nous, le prix 150 € à l'année, 100 000 francs CFA à l'année, je dis bien à l'année, et surtout quelque chose qu'on vous a jamais dit et que je dis haut et fort ici, si au bout d'un mois, vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse. Rejoignez la tribe, la meilleure communauté pour les gens qui veulent développer leur culture du business en Afrique et dans le reste du monde. Mais clairement, ouais, tu peux ne pas t'en rendre compte. Donc, je pense que ça, c'est un autre exemple de business model. Tu le vois pas tout de suite. Et c'est comme tu dis, hein, ce qu'on dit là, c'est pas genre, il faut que tu l'aies fait un jour et puis tu le fais plus. Il faut régulièrement te reposer les bonnes questions. Ouais, mais c'est pour ça, encore une fois, entourez-vous des personnes qui ont aussi cette envie de développer leur culture business. Il faut se challenger. Exactement. Avec ces gens de son entourage. Tiens, t'en es où, toi? Dis-moi en 2 mots. Voilà. Ah, tiens, si tu veux, on se fait une session, on revoit ton business canvas. Et je pense que dans la tribu, on pourrait commencer à faire ça. Ouais, c'est-à-dire, au lieu que les gens parlent juste de leur business, on pose des petites questions sur le business model. Moi, je vais commencer à dire aux gens, c'est quoi ton business model personnel? Genre, c'est quoi ton plan? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens dans la tribu, même des fois, je vois qu'ils ont des intérêts évidents pour des choses, mais je ne sais pas à quel point ça s'accorde avec ce qu'ils font au jour le jour. Des fois, j'en sais rien. Parce que parfois, ils savent pas. Ils savent pas. Mais d'ailleurs, l'épisode d'Ariel sera déjà sorti. Et les gens pourront voir à quoi aura servi la tribu, justement, sur l'aider à affiner ce qu'il veut faire au final. Exactement. Et lui, c'était pareil. C'est ses ressources et sa méthode et sa curiosité de développeur qu'il a appliqué à l'agriculture. Donc, ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais. Mais juste une question, du coup, est-ce qu'il y a... qu'est-ce que serait un mauvais business model, du coup? Ah, très intéressant. Pour moi, un mauvais business model, il est flou. Il est incomplet, c'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles tu ne peux pas répondre. Non, mais on a dit que c'était pas obligé d'être exhaustif. Oui, mais il y a des choses auxquelles tu es flou, c'est-à-dire que tu peux pas répondre. C'est pas tu ne sais pas encore, c'est tu ne pourras jamais répondre. Des fois, il y a des trucs, je sais pas comment expliquer. Bon, on va reprendre l'exemple que je fais un peu de startup, c'est comme je disais, si jamais tu dis je ne saurais jamais gérer des développeurs, je ne saurais jamais comment en trouver, arrête de faire une startup. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on rentre dans ressources. Ouais, ressources ou... Enfin, un autre exemple de mon mauvais business model pour moi, c'est quand tu cherches un type de client sur lequel tu n'as aucun insight. Tu vends à des gens que tu ne connais pas et que tu n'as aucun moyen de connaître. Ouais. Ça, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu dis, c'est comme les gens qui me disaient à une époque chez Africrea, je veux vendre aux bobos du marais. Je dis, mais t'en connais un? Genre, tu sais ce qu'ils aiment, ces gens-là? Non, mais je sais qu'eux, ils ont l'argent. Mais tu sais pas c'est qui? Tu parles de leur vente, tu les connais pas. Ouais. Ça, c'est segment de client. Ouais, quelque chose comme ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou par exemple, autre chose. Là, il l'a pas mis dans les partenariats, mais en fait, indirectement, tu as la régulation aussi. C'est-à-dire que si tu rentres dans la fintech et que tu dis « je m'en fous de la régulation », ça va vite te calmer. Vite. Tu vas vite rentrer dans le rang. Ou dans la restauration, tu t'en fous de l'hygiène. Allez voir l'épisode avec Jamo. Avec Jamo, tu vas vite rentrer dans le rang. Ou même à la restauration, tu dis tu t'en fous de l'hygiène. Va. Ça va pas durer longtemps ton affaire là. Tôt ou tard, tu vas rentrer dans le rang. C'est comme je parlais avec quelqu'un qui a aussi une agence de communication et qui était aussi présent dans plusieurs pays. Et la personne m'expliquait que en 1 an, je crois qu'ils avaient, ils avaient 18 bureaux. En 1 an, elle en a fermé 10. Il s'est recentré, quoi. Et c'était uniquement lié justement au sujet de fiscaux, en fait. Fiscaux, ouais, c'est pas rentable. Trop de problèmes pour ce que c'est. En fait, ça se fait trop de trucs à gérer. Exactement. Alors par rapport aux gains. Finalement, voilà, exactement.
Ça, c'est vrai. Tu vas réduire tes bureaux et tu vas augmenter tes revenus. Mais même, j'ai parlé au directeur général de Accenture Afrique du Sud. Il m'a dit que quand lui, il est arrivé actuellement, il m'a dit que quand lui, il est arrivé chez Accenture en tant que directeur général, l'une des actions qui leur a permis de doubler leurs profits, c'était de fermer des bureaux. Parce qu'il y avait beaucoup de bureaux, ils avaient des équipes, des trucs pour se taper et ils ne faisaient pas vraiment de profit. Et quand il a tout coupé, ils sont rentrés sur l'Afrique du Sud, il a coupé, je crois, il y avait Tanzanie, Ouganda, plein d'autres pays, Mozambique, il a tout fermé. Accenture Afrique du Sud ne fait que Accenture, ils ont doublé leur profit. Ouais, surtout, le marché, il est... Oui, je pense qu'il est... Elle est assez profond. Oui, et à t'éparpiller, du coup, tu n'allais pas en profondeur dans le marché. Ouais, il y a un sujet de focus, effectivement, quand qui est toujours le focus dans le business model, tu le vois beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi qui est vrai. Il y a aussi, encore une fois, dans la self-awareness, il y a le temps. Je pense qu'on insiste beaucoup là-dessus, toi et moi. Mais les gens, les choses changent dans le temps. L'exemple le plus violent pour moi, ça a été effectivement, je prends l'exemple que je connais personnellement de mon père qui avait créé une agence de voyage au Mali et qui regarde souvent ce podcast. Faire une agence de voyage à l'heure actuelle au Mali, c'est sûr que c'était mort. Dans les années 90, c'était génial. Tombouctou était en lice pour être la 8e merveille du monde. C'était un business prometteur. Maintenant, faire du tourisme au Mali, qui est un pays en guerre fermé aux Français, non. Le timing. Le timing joue aussi. En fait, à un moment, tu peux pas... C'est des trucs qui ne sont pas liés à ta compétence en tant qu'entrepreneur, ni à tes ressources, ni à nanana. À un moment, c'est peut-être pas le bon endroit ou pas le bon moment. Ça arrive, il y a des fois, malheureusement. Il y a des fois des trucs que tu fais trop tôt. Peut-être après, maintenant, les gens sont plus prêts à le faire. Après avoir fait 15 000 trucs, ils sont prêts à le faire. Donc, il y a aussi une notion qui n'est pas évoquée dans le business model, qui est vraie. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, on te demande... L'une des questions d'investisseurs que moi, j'aime le plus, je trouve la plus smart, c'est quand on te demande pourquoi maintenant. Pourquoi ta startup marche maintenant. Pourquoi avant, elle ne marcherait pas. Et pourquoi, à ton avis, dans le futur, c'est toi qui seras le numéro 1. Ah, ils te demandent souvent ça. Oui, j'aime bien cette question. Parce que c'est l'une des rares questions qui te demande de montrer ta connaissance du marché. Des dynamiques de marché. Pas de tes compétiteurs. Des dynamiques de marché. De dire, OK, mes clients se comportent comme ça aujourd'hui. Carrément. Parce qu'avant, ils faisaient ci, avant, ils faisaient ça, maintenant, il y a ça. Dans la communication, tu as beaucoup ça. Toi aussi, tu as ça? Oui, parce que tu as un phénomène où tu dois identifier soit les métiers qui vont disparaître. Ah, sérieux? Ouais. Et tu as aussi le phénomène où tu as des clients qui vont de plus en plus internaliser certaines choses. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais parlé de ça en plus. C'est vrai, d'un moment, ils internalisent. Donc, ça veut dire qu'ils considèrent ça comme une commodité. Puis, tu dois identifier ce qu'ils vont jamais internaliser. Ouais. Et tu dois voir... Et aussi, quand il y a une innovation, parce qu'on dit qu'il faut toujours être en alerte, c'est comment est-ce que tu vas savoir si... tu dois aller all-in dessus ou est-ce que finalement ça va juste être tu vois, un truc qui passe qui passe, tu vois. Et donc je pense que ça ferait sens aussi dans les entreprises comme la nôtre que un investisseur ou autre pose ce genre de questions. Oui, c'est sûr, parce que surtout c'est vrai qu'en communication tu as raison, il y a aussi un aspect que les gens se posent souvent. Comment vous gérez ce truc où les gens ont toujours la tension de se dire à un moment ils pourraient vouloir vous comme tu dis internaliser. Tu vois, voudrait vouloir... Si un employé te dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait si ce client internalise ?» Comment toi, tu lui réponds en disant « Qu'est-ce qui fait qu'on reste un partenaire qui ont préféré internaliser ?» Non, la question que tu me poses, c'est est-ce que... la question que l'employé pourrait poser, c'est est-ce qu'il y a un risque que le client internalise? Ouais, c'est ça. Ou qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait s'il internalise? Ou qu'est-ce qu'on fait qui nous protège de ce risque? Ah, voilà. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'on fait qui nous protège de ce risque? Ça, c'est un bon point. En soi, tu peux pas du tout l'empêcher. Mais ce que j'ai appris, notamment en parlant avec Serge, c'est qu'il faut comprendre, tu vois, ce dont on vient de parler, il faut comprendre ça chez le client. Ah oui. Il faut comprendre sa son chaîne modèle de valeur. à lui, sa chaîne de valeur. Il faut comprendre son modèle de telle sorte que, avec le temps, tu n'interviennes pas juste sur un de ses points de douleur. Tu dois en fait comprendre les points de douleur de toute sa chaîne de valeur. Et en appuyer sur plusieurs. C'est pareil essayer d'aller sur plusieurs. Ouais, c'est pareil chez nous. Si tu prends la communication et si tu te dis, OK, moi j'interviens quand il a besoin de faire un post, à un moment donné, tu peux sauter parce que tu es remplaçable. Ouais, si c'est juste faire des posts sur... une commodité, tu vois. Ouais.
Mais par contre, avant de faire ce post, il y a la stratégie. veille, Ouais. puis il y a la stratégie, Il y a la tu vois, conception. il y a la conception, et ensuite tu postes. Et après, derrière, il y a le reporting. L'analyse, Et ouais. qu'est-ce que tu fais avec cette analyse qui te permet, tu vois, de progresser. Ouais. Donc, tu dois être vraiment sur toute la chaîne et montrer que tu as compris, en fait, sa problématique. Alors que si tu es, aux yeux du client, en fait, un service qui remplit une tâche, à ce moment-là, tu as toutes les chances de sortir. Parce que finalement, toi ou un autre, Oui. tu vois. C'est vrai. Donc, Mais tu as un très bon point. C'est vrai que en fait, ça, c'est toute entreprise, je pense. Et je vais plus loin. Hein. Parfois, de l'extérieur, tu vas se dire, mais je comprends pas pourquoi ils gardent cette agence. Ce qu'ils font, c'est pas top. Mais tu vois pas, en fait, ce que cette agence répond comme besoin à un client ailleurs. Sur l'ensemble de ses besoins. Tu vois. Et donc, peut-être que sur l'ensemble, il y a des éléments où ils sont très, très, très pertinents. Ouais. Alors que sur ce qui est visible de l'extérieur, ça paraît average. Average, ouais. Ou même des fois, tu te dis c'est contre-intuitif. C'est comme les gens qui disent, mais pourquoi Amazon a fait Prime Video Oui, de l'extérieur, tu te dis, mais why en fait, pourquoi ils rentrent dans ce truc-là Mais les gars, ils veulent à un moment que tu ailles sur leur plateforme pour tout. Ouais, pour tout. Ouais. Et ils veulent que l'abonnement que tu prennes chez eux t'offre tout. Ouais. Donc, ça se défend. Ouais. Tu vois, en fait, mais du coup, mais faut en comprendre... fait, t'as qu'à observer tous les GAFAM. Oui, voilà. Ils ont tous cette stratégie. Eux, ils s'éparpillent. Ils veulent que ta vie se résume à eux. Mais que ça soit Apple, Google, tout le monde. Facebook, tout le monde. C'est pour ça que Facebook a voulu faire un téléphone. Oui. À un moment... Ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire. Google a fait son téléphone. Ouais. Tout Oui, ils testent tous. Là, ils sont en train de taper dessus pour l'AI, là, savoir qui va être la biatch de qui, mais bon, ça, après... Ouais, non, ça, c'est chaud. Mais Microsoft a tapé fort. Satya, il est fort. Hein. Franchement, Satya, on n'en parle pas assez de ce gars-là, mais je pense qu'il va rentrer dans l'histoire comme étant les CEO les plus forts. Satya Nadella, là, ce qu'il a fait à Microsoft. Non, gars. Microsoft était quasiment oublié. C'est tous les Indiens, là, qui gèrent. Ah oui, comme tu as dit. Non, ça, Connie, on parle de la diaspora nigériane, la diaspora indienne, mon gars, ils sont... C'est quand qu'on aura des diasporas africaines comme ça, là. Ah, gars, il faut qu'on ait les mêmes niveaux d'études. Tu sais, j'avais vu une étude que les Indiens, c'est aux États-Unis, les familles indiennes aux États-Unis ont 2 caractéristiques principales. C'est celles qui ont le plus haut niveau d'éducation, avec les Asiatiques, les autres Asiatiques, et celles qui se marient le plus entre eux. D'accord. C'est très bizarre, hein. Je ne sais pas pourquoi, si l'un influe sur l'autre, mais il y a un truc qui est quand même marquant chez eux. C'est vrai, si tu regardes, c'est vraiment carré, tu vois. Il y a très peu de gens qui se baladent en dehors. Mais bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Qu'est-ce qu'on mettrait comme mot de la fin pour les gens qui nous écoutent là ? Toi, tu dirais quoi pour cette belle exercice de business model ? Je sais pas, valeur. Moi, j'ai bien aimé quand tu as dit qu'il fallait que ce soit... Il faut qu'à un moment, il y ait aussi un petit peu de plaisir dedans. Il faut que ce soit ludique. Parce que les gens ne verront pas venir, ça. Ouais, c'est en contraste avec... Ouais, ils vont pas le voir venir. Celle-là, il faut voir écouter l'épisode pour comprendre ce qu'on vient de dire. Donc, 2 exercices. Déjà, l'exercice, on a dit... Définissez-vous en 2 mots. Un verbe et un objet. Un verbe et un adjectif. Et donc, plaisir. Allons-y pour plaisir. Voilà. Du plaisir dans ce monde de business. Et ça correspond bien à notre vision. On parle business, mais on veut que vous preniez du plaisir. Exactement. Restons épanouis. Et puis, les amis, abonnez-vous, là. Franchement, je ne sais pas si au moment où on parle, on est déjà aux 50. Ouais, on lutte, hein. On lutte. De 45 à 50 000 abonnés, mais c'est chaque fois... c'est la lutte. Deux abonnés, tout ça. Je répète ma stat. Vous êtes 70% à suivre sans être abonné. YouTube nous donne les stats. Et ayez honte. Ayez honte. Franchement. Ayez honte. Merci. Et même ceux qui nous écoutent, là, qui ne s'abonnent pas, venez sur YouTube, vous appuyez sur abonner, puis vous partez. Et si c'est sur Apple, mettez 5 étoiles. Aussi, Apple mettez Podcast. un peu des étoiles, tout ça. Bon, mais d'ailleurs, un big up. Chaque fois, je me dis, je vais faire un big up ceux qui nous écoutent en audio. Parce que finalement, on n'a pas la chance d'interagir. Avec eux, ouais, parce que... De temps en temps, faites un petit crochet sur YouTube. Vous dites, je suis quelqu'un de... J'écoute en audio. Je suis quelqu'un de... Voilà, ouais. Voilà. Ça nous ferait plaisir. Franchement, c'est vrai. Voilà, parce que les stats sont bonnes. Hein, sur Spotify, ça monte tranquillement. Ouais, les trucs, ça monte. ouais. Hein, franchement, on est plutôt content. Donc, Bon, ils vont dire qu'on poste pas assez à l'heure pour. Ça, c'est moi faux. Moi, je suis innocent maintenant. Franchement, je veux même plus m'occuper de ça. Quel enfer. Mais en tout cas, merci encore d'avoir tout ça. Et puis, à la prochaine.